Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette matinée consacrée à l'innovation sociale en santé et dans le médico-social. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler des enjeux et des moyens à mettre en œuvre pour ESSiser cette innovation. Alors pendant 2 heures environ, nous allons écouter des témoignages de porteurs de projets, mais aussi de financeurs. Nous irons à la rencontre des acteurs du secteur qui, vous allez le voir, fourmillent vraiment d'idées, d'ambitions, de réalisations concrètes. Alors, avant d'écouter Jean-David Zeitoun, qui nous attend déjà au bout du plateau, je me tourne vers Sophie Elkrief, directrice générale d'Aesio Mutuel. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous souhaité organiser cette matinée, Sophie ? D'abord, on est dans le mois de l'ESS. Donc, c'est un événement très important pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 14 ans maintenant. Donc, il faut perpétuer cette tradition qui met en lumière toutes les initiatives, tous les acteurs de ce secteur qui est très important et qui, de mon point de vue, va devenir de plus en plus important pour l'économie. Ensuite, Aesio Mutuel, comme son nom l'indique, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et avec un cœur de métier qui est la santé. Et d'accompagner le plus grand nombre dans leurs soins au quotidien. Et ce qu'on sait en tant que professionnel de la santé, c'est que la santé, c'est un bien qui n'est pas comme les autres. Donc c'est un bien qui doit être accessible au plus grand nombre, à tous même, à tous, que ce soit économiquement ou du point de vue territorial. Donc il y a beaucoup de travaux, nous sommes des acteurs de proximité, on n'est pas les seuls, mais les acteurs de l'ESS sont des acteurs de proximité qui accompagnent. Et pourquoi on a un besoin tellement important d'innovation et d'ESS dans la santé, c'est que c'est cher. On parle d'un secteur qui est intime, qui doit être accessible à tous, qui a un coût qu'il faut financer. Et quand j'ai dit tout ça, on comprend bien que c'est pas un modèle classique d'entreprise. Ça ne suffit pas. Donc il faut une pluralité des modèles. Et l'ESS a plus que toute sa place dans ce secteur. Donc pour revenir à votre question, cette conférence, c'est l'opportunité de montrer déjà ce qui est fait au sein de l'ESS, de réfléchir ensemble sur ce qui peut être fait, quels sont les projets, quels sont les acteurs, quand vous parlez d'enjeux, quels sont les enjeux ? Il y a les enjeux en termes de médecine, les enjeux en termes de financement, les enjeux en termes d'accessibilité. Et finalement, quand on regarde un petit peu en arrière, c'est tous ces éléments, les innovations ont été assez exceptionnelles au sein de l'ESS. Je pense à la santé, parce que c'est le secteur dans lequel je travaille. Si on pense au planning familial, si on pense à la télémédecine. La télémédecine, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Depuis peu de temps. Depuis très peu de temps. Ça fait pas si longtemps que ça. Et ce sont des choses qui ont été déjà amenées, notamment par les mutuelles et par le secteur de l'ESS. Donc voilà, donc une conférence qui a une place très importante à un moment clé, donc le mois de l'ESS, un moment clé après la pandémie, enfin je dis après parce que je suis quelqu'un de très optimiste, donc qu'on est en train de vivre, et sur lequel on a des professionnels de tous bords, des chercheurs, des mutualistes, etc., pour réfléchir ensemble. Et ça, je pense que c'est un moment très important pour progresser. Plus largement, comment est-ce que cette démarche de l'innovation sociale s'inscrit dans la stratégie d'Aesio Mutuel ? Alors, cette démarche, elle s'y inscrit totalement et pleinement. Aesio Mutuel, comme tous les acteurs en fait, de la santé, mais pas que, est en phase de transformation, pour s'adapter à un monde qui évolue, transition écologique, transition numérique, etc., nouveaux besoins de santé. Donc cette transformation, pour nous, il faut l'accompagner avec notre ADN, j'ai envie de dire. Et notre ADN, je me répète, mais c'est tellement important, c'est une santé qui est accessible à tous.
Et donc, je pense toujours à son coût, parce que voilà, je suis directrice générale de la mutuelle. Accessible à tous, ça signifie qu'il faut être innovant, malin, intelligent, pour apporter des solutions et donner cette accessibilité. Donc il y a beaucoup d'axes. Hein. Il y a tout ce qui est santé. Enfin, on pense beaucoup à la dépendance. La dépendance est un sujet clé aujourd'hui. À l'hospitalisation à domicile, il faut trouver des solutions pour financer, une fois encore, pour tous. Elle est là la clé pour tous, sur tout le territoire, en proximité. Pourquoi ? Parce que ce bien, c'est pas un bien comme les autres. Et donc, quand j'ai dit ça, nous, on s'inscrit dans cette stratégie. Comment ? On crée un laboratoire d'innovation sociale au sein d'Aesio Mutuelle qui va travailler en étroite collaboration d'ailleurs avec l'Observatoire de l'ESSEC. Dont on parlera dans quelques instants. Pour les innovations en santé qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, avec de grandes ambitions sur les projets, et on est on est partenaire de l'ESSEC sur ce sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et si on va un petit peu plus loin, c'est proposer des solutions. On est une mutuelle santé, donc un assureur, des solutions assurantielles, après, à terme, pour prendre en charge tous ces nouveaux besoins. Et prendre en charge également, on est très attaché chez Aesio Mutuelle, quand on parle d'accessibilité, il y a l'accessibilité numérique. Si demain, vous avez du mal à prendre un rendez-vous sur Doctolib, vous êtes embêté aujourd'hui. Vous appelez, mais il n'y a plus de... On ne vous répond pas souvent. C'est très basique ce que je dis, mais c'est le quotidien. Donc cette accessibilité à la santé, elle devient plus large. Enfin, en fait, il y a une étape à franchir supplémentaire, c'est l'inclusion numérique. Donc ça fait partie aussi des sujets qu'on regarde. Là, j'ai parlé d'Aesio Mutuelle. Aesio Mutuelle, Aesio, c'est un écosystème plus grand. Il y a Aesio Santé, et je pense qu'au cours de la matinée, vous aurez l'occasion d'échanger avec des collègues. Aesio Santé, c'est un très grand nombre d'établissements, offreurs de soins ou médico-sociaux, des EHPAD. Il y a un petit peu de tout avec la fibre mutualiste, c'est-à-dire toujours cette accessibilité pour tous, au cœur. Qu'est-ce qui est intéressant quand on parle d'innovation sociale et surtout d'innovation en santé au sens large entre Aesio Mutuelle et Aesio Santé? Aesio Mutuelle, on s'adresse à des adhérents. Donc, on ne s'adresse pas à des patients. On s'adresse à des gens qui prennent une complémentaire santé. Et en revanche, les besoins arrivent quand ils sont patients. Donc, l'innovation, donc c'est ce lien entre l'adhérent et le patient, on a la possibilité de le faire et on le travaille justement avec nos collègues d'Aesio Santé pour être au plus proche des besoins quand ils se présentent. Voilà. Donc il faut réfléchir en amont pour être là quand ça se présente. Et là, on a quelque chose sur lequel on peut vraiment démultiplier notre potentiel. Et tout ça, bien sûr, avec cette recherche qui est intimement liée à l'ESS. Hein. Enfin, de toute façon, nous, on est une entreprise dans l'économie sociale et solidaire qui est d'offrir ça au plus grand nombre, même à tous. Alors, je dis au plus grand nombre parce que c'est pas toujours possible que ce soit accessible à tous, mais c'est l'ambition. Et c'est clé, c'est au cœur de notre modèle. Et on va y réfléchir déjà toute cette matinée. On va y réfléchir. Et comme vous savez, dans cette matinée, il y a quand même un petit plus qui est qu'on est en partenariat avec l'association, avec la fondation Simplon, pour l'appel à projet Tech and Care. Donc voilà. En effet, nous verrons en clôture concrètement cet appel à projet et inviterons le plus grand nombre à y participer. Super, voilà. Merci beaucoup Sophie Elkrief. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Aesio Mutuelle. Merci beaucoup et très bonne matinée à tous.
Alors avant de nous pencher sur l'innovation en santé, nous allons parler plus globalement de la santé aujourd'hui en France et des grands enjeux pour demain. Nous avons en effet la chance de recevoir Jean-David Zeitoun. Bonjour Jean-David. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en médecine et en épidémiologie clinique. Vous avez publié il y a quelques mois chez De Noël la grande extension « Histoire de la santé humaine ». Alors, quels sont, selon vous, les grands enjeux de la santé pour demain ? Merci beaucoup Cécile, merci pour l'invitation. Alors les grands enjeux de la santé pour demain, je vais vous en parler, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très différents des enjeux de la santé d'aujourd'hui, même si probablement ils vont être un petit peu plus difficiles. Si on regarde schématiquement l'évolution de l'espérance de vie depuis 500 ans, on voit qu'on a à peu près schématiquement 2 ou 3 périodes, avec une période de stagnation qui commence en fait au moment de la révolution néolithique il y a 12 000 ans et qui se poursuit à peu près jusqu'au milieu ou jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et à partir, donc ça c'est une période de stagnation statistique, il y a des évolutions positives mais qui sont très vite suivies d'évolutions négatives et au final il n'y a pas d'amélioration de l'espérance de vie humaine. À partir du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle, vous avez une progression de l'espérance de vie, en tout cas dans les pays occidentaux, qui se fait de façon quasiment linéaire, c'est-à-dire à un rythme constant d'à peu près 3 mois par an. Donc, depuis le milieu ou la fin du XVIIIe siècle, les humains ont gagné 1/4 de vie à chaque moment, c'est-à-dire 6 heures par jour, ce qui leur a permis de passer d'une espérance de vie de 25-30 ans en moyenne à peu près 80 ans aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. Alors ça, voilà. Cette augmentation d'espérance de vie, elle a été associée à un phénomène que les démographes ont appelé la compression de la mortalité ou la rectangularisation de la courbe de survie. Que montre ce schéma? Avec la courbe 1900 qui est une courbe qui est quasiment linéaire, où les gens mouraient un petit peu à tous les âges de la vie, et avec, sur la courbe idéale, donc la courbe qui est la plus à droite de ce graphe, ce qu'ils ont appelé la rectangularisation, parce que vous voyez que la plupart des gens aujourd'hui meurent entre 65 et 90 ans. Et donc cette amélioration de l'espérance de vie, elle s'est faite essentiellement en sauvant les enfants, puis en sauvant les adultes d'âge moyen, et ensuite en sauvant les adultes les plus âgés, c'est-à-dire après 65 ans. Alors, les enjeux. Donc il y a 3 problèmes, à mon avis, qu'on peut regrouper de la santé humaine aujourd'hui et demain également. Donc le premier problème, évidemment, c'est le coût de la santé. Ça, c'est une représentation des dépenses de santé des principaux pays de l'OCDE. Et donc, vous voyez que c'est finalement relativement homogène avec plus de la moitié des pays qui dépensent entre 7 et 11% de leur richesse nationale pour la santé. On a une moyenne qui est à peine inférieure à 9%. On a à gauche les États-Unis qui sont le pays qui n'a rien à voir avec tout le reste du monde puisque sur ce graphe, ils sont à 16,9%, mais en fait, ils dépensent pratiquement 18% aujourd'hui de leur PIB pour la santé, avec un résultat qui est totalement médiocre puisque non seulement ils sont inférieurs en termes d'espérance de vie à la moyenne de l'OCDE, mais ils sont quasiment même les derniers de l'OCDE en termes d'espérance de vie. Et nous, la France, on est là, on est à 11,2%. Donc c'est vrai qu'on dépense plutôt plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème en soi, mais ce qui peut être un problème, c'est le résultat qu'on a en face. En soi, avoir 11% de dépenses de santé par rapport à la richesse nationale, je pense que ce n'est pas très grave. Par contre, quand on regarde le résultat qu'on a, on peut être un petit peu déçu. Alors cette dépense de santé par rapport à la dépense nationale, c'est quelque chose qui en fait est très stable. Et c'est tellement stable qu'il y a un économiste néerlandais qui s'appelle Jacques van der Gaag qui a appelé ça la première loi d'économie de la santé. Et sur le graphe à droite de la diapositive, vous avez la dépense de santé en fonction du PIB, donc de la richesse nationale, et vous voyez que c'est très très linéaire, donc c'est très très corrélé. Et donc la première loi d'économie de la santé, c'est une loi qui formule que une variation de dépenses de santé d'un pays, elle est directement corrélée à la variation du PIB d'un pays, c'est-à-dire en fait à sa croissance économique. L'autre message, c'est qu'aucun pays n'est complètement content de ses dépenses de santé. Donc nous, on en parle tout le temps, et la préoccupation politique, c'est de contenir les dépenses de santé. Mais en fait, tous les pays ont la même préoccupation. Et si vous regardez même des archives, il y a pratiquement 100 ans aux États-Unis, vous aviez Truman qui disait « il faut me trouver un moyen de contrôler les dépenses de santé parce que ça grimpe et on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter ». Et il avait raison puisque ça ne s'est pas arrêté. Et
la discipline, l'économie de la santé, c'est quelque chose qui est né donc dans les années 30 avec cette préoccupation. Et on a quelque chose de plus qui s'appelle l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire de tarifer, entre guillemets, les soins. Ça, c'est né dans les années 70. Mais tout ça, c'est avec la préoccupation de réguler le marché de la santé d'un point de vue économique. Si on regarde les dépenses de santé, donc pour quelques pays sélectionnés, ça donne ça. Vous voyez que la France et le Royaume-Uni ont une évolution qui est quasiment linéaire et qui est très parallèle entre eux, même si le Royaume-Uni est en dessous de la France. Donc le Royaume-Uni, historiquement, dépense moins que la France pour la santé. C'est quelque chose dont ils étaient très fiers parce qu'ils avaient l'impression d'avoir réussi à être économes. Je pense que depuis la pandémie, on a vu l'état de leur système de soins. Ils en sont clairement moins fiers. Vous voyez la courbe américaine qui est premièrement beaucoup plus élevée à la fois en pourcentage de la richesse nationale, mais aussi en valeur absolue puisque le PIB par américain est très supérieur à notre PIB. Et en plus, vous avez une pente qui n'est pas la même puisqu'ils ont une accélération qui là aussi est supérieure à la nôtre. Le deuxième problème de la santé d'aujourd'hui et de demain, c'est que les inégalités naturelles qui ont toujours existé ont été remplacées, surtout aujourd'hui, par les inégalités sociales de santé. Et donc on appelle ça le gradient social de santé. Ça, c'est un travail américain qui a estimé l'espérance de vie en fonction d'un seul paramètre qui est les revenus pour les hommes et pour les femmes. Alors vous voyez que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça, c'est une constante du XXe siècle dans à peu près tous les pays du monde. Mais vous voyez aussi que la progression de l'espérance de vie en fonction des revenus, c'est quelque chose qui est parfaitement linéaire. Ça veut dire même que percentile par percentile, on gagne toujours de l'espérance de vie supplémentaire à gagner toujours un peu plus d'argent. Donc il y a une corrélation directe entre le capital social et le capital de santé. Ça, c'est le même travail qui a été conduit en Norvège. Donc la Norvège, c'est un pays où l'État social est beaucoup plus développé qu'aux États-Unis. Donc on pourrait s'attendre à ce que les inégalités sociales de santé soient moins importantes. Elles sont moins importantes, mais elles existent quand même. Vous voyez que ça monte très vite, ça c'est lié à l'État social. Et puis après, il y a une pente qui est plus faible, avec toujours cette différence entre les femmes et les hommes. Les femmes norvégiennes vivent plus longtemps que les hommes norvégiens, mais aussi toujours un gradient social, puisque l'augmentation des revenus est toujours associée à une augmentation de la durée de vie à laquelle on peut s'attendre. Ce gradient social de santé en Norvège, c'est quelque chose qui non seulement existe, mais qui a tendance à se majorer depuis 10 ans, puisque vous voyez que les pentes s'écartent pour les hommes comme pour les femmes, sur les différents percentiles. Donc non seulement il y a des inégalités sociales de santé dans les pays occidentaux, mais il y a aussi des données qui suggèrent que ces inégalités sociales de santé s'aggravent. Si vous me demandez ce qu'il en est pour le cas de la France, il y a aussi un gradient social de santé, avec un écart d'espérance de vie entre les 5% les moins riches et les 5% les plus riches, qui est de 13 ans en moyenne en France. 13 ans de différence d'espérance de vie, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune intervention chirurgicale, il n'y a rien qui peut vous permettre d'obtenir un résultat aussi énorme. Donc ça veut dire que le traitement social, c'est quelque chose qui est indispensable. Voilà, ça c'est la comparaison simplement entre la Norvège et les États-Unis. On voit qu'il y a un écart, ce qui veut dire que, ce n'est pas une surprise, en Norvège, ça coûte moins cher d'aller gagner de la santé qu'aux États-Unis. Par contre, à la fin de la courbe, donc sur la droite des deux graphes, les courbes se rejoignent, ce qui veut dire que le club des riches, c'est un club qui est assez homogène par rapport à l'argent qu'il dépense pour son espérance de vie. Le troisième problème de la santé humaine aujourd'hui et demain, ce sont les nouveaux risques. Alors ce ne sont pas des risques qui sont nouveaux dans le sens où ils n'existaient pas avant. Par contre, ils ont pris une ampleur qui est inédite dans l'histoire. Donc ce sont des risques qui sont anthropogéniques, c'est-à-dire d'origine humaine, et qui sont schématiquement divisés en risque environnemental et risque comportemental. Et ces risques coproduisent un énorme réservoir de maladies chroniques qui aujourd'hui représente 80% à peu près de la mortalité, pas seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays les moins riches. Donc il n'y a pas de surprise. Les facteurs de risque comportementaux ou les risques comportementaux, c'est l'inactivité physique, la mauvaise alimentation, le tabac et l'alcool. Et ces 4 facteurs de risque, qui sont encore une fois des facteurs de risque comportementaux, expliquent à peu près 80% des 4 principales maladies chroniques, qui sont les cancers, la mortalité cardiovasculaire, le diabète et les maladies respiratoires chroniques, principalement représentées par la BPCO post-tabagique. Ça, c'est une représentation de la mortalité mondiale en 2019, donc avant le Covid-19, tous sexes confondus. Et donc, en bleu, vous avez les maladies chroniques qui prennent donc la majorité de la mortalité mondiale. En rouge, vous avez les maladies microbiennes qui sont globalement en baisse dans le monde. Et en vert, la mortalité violente. On voit que le bleu prend la majorité du graphe avec une grande place pour les maladies cardiovasculaires et les différents cancers.
Si vous vous intéressez à l'environnement, ça c'est un travail de l'OMS, d'une équipe que j'aime beaucoup, qui a essayé d'estimer la contribution environnementale au fardeau de la maladie et de la mortalité mondiale. Donc ils ont recensé 133 maladies parmi les plus fréquentes. Et ils ont estimé qu'à peu près un quart des décès mondiaux et un peu moins d'un quart du handicap mondial étaient significativement alimentés par un risque environnemental. Évidemment, c'était surtout les maladies chroniques, mais pas seulement, qui représentaient la majorité du fardeau. Et on avait des âges de vulnérabilité qui étaient la petite enfance et les seniors d'âge moyen, on va dire. Sur ce graphe, vous pouvez voir par exemple que 42% des accidents vasculaires cérébraux, 35% des infarctus, mais aussi de façon plus inattendue, 11% des maladies bipolaires sont alimentés par une contribution environnementale significative. Donc les facteurs de risque environnementaux au sens large, dont le premier évidemment est la pollution. Et si on regarde les différents pays, vous avez sur ce graphe en abscisse le revenu par habitant et en ordonnée une quantification du fardeau environnemental. Donc les pays rouges, c'est les pays de l'OCDE, donc c'est les pays les plus riches. Vous avez tout à droite, celui qui est un peu plus gros, c'est l'échelle de la démographie, donc c'est les États-Unis. Donc vous voyez que les pays qui sont à droite du graphe, c'est-à-dire ceux qui ont les plus hauts revenus, ont moins de fardeau environnemental, puisqu'ils sont plus bas en ordonnée. Et par contre, vous avez à gauche du graphe les pays qui sont les plus pauvres et qui sont aussi les plus en haut. Ça veut dire que c'est les pays qui sont le plus concernés par le fardeau environnemental. Donc on a un problème environnemental dans nos pays riches, mais c'est incomparable par rapport au problème environnemental que connaissent les pays les moins développés sur le plan économique. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a une espèce de pollution insupportable à New Delhi, c'est littéralement irrespirable. Vous avez deux géants à gauche du graphique en bleu qui sont évidemment l'Inde et la Chine. L'Inde tout en haut est plus pauvre, la Chine un peu plus bas, un peu moins pauvre, mais ce sont des pays qui ont un problème environnemental incomparable par rapport aux nôtres. Alors, ces problèmes ne sont pas sans conséquences, et une conséquence, évidemment, c'est la réduction de l'espérance de vie. Donc ça, c'est une représentation de l'espérance de vie aux États-Unis. Tout à droite, on a une chute quasiment verticale qui est liée à la pandémie de Covid-19. Mais avant cette chute, on avait déjà une baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, ce qui était quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en 2014, les États-Unis avaient connu un plateau d'espérance de vie, et en 2015, 2016, 2017, l'espérance de vie a baissé aux États-Unis. Ce n'est pas le seul pays où ça a baissé, mais c'était celui qui a été le plus médiatisé. Ça a été brillamment décrit par un couple de chercheurs qui s'appellent Anne Case et Angus Deaton, qui travaillent à Princeton. Deaton a eu le prix Nobel d'économie en 2015, mais c'est quelqu'un c'est un économiste qui a beaucoup travaillé sur la santé. Et donc, ils ont montré que l'augmentation de mortalité et donc la baisse d'espérance de vie américaine, c'était quelque chose qui venait de très loin, c'est-à-dire que ça avait commencé en fait dans les années 90, mais c'était impalpable statistiquement, et que c'était significativement lié à un petit nombre de causes, qui étaient toutes des causes d'origine humaine, qui étaient l'alcool, les suicides et les overdoses involontaires aux médicaments opiacés, même si l'obésité joue un rôle aussi très important. Alors il y a deux derniers problèmes avant de passer à la conclusion. Là, vous reconnaissez Anthony Fauci, qui est le directeur de l'Institut des maladies infectieuses au sein du NIH américain, c'est-à-dire l'équivalent de l'INSERM. Alors, il a pris la tête de cet institut il y a 40 ans, sous Reagan. Et quand il est arrivé, il a pris une carte du monde et il a signalé sur la carte du monde les principales maladies microbiennes émergentes qu'on appelle les nouveaux pathogènes. Et donc, c'était le VIH en Afrique. Même si le VIH est né aux États-Unis, c'était surtout un problème épidémique en Afrique. Et donc, sa carte du monde, quand il est arrivé à la tête de l'Institut, c'était ça. Et chaque année, il a actualisé sa propre carte du monde avec les nouveaux pathogènes émergents, donc les nouveaux microbes émergents qui sont le plus souvent des virus. Et aujourd'hui, sa carte, ça donne ça. Donc, ça montre qu'on a une accélération très importante, qui est linéaire, qui n'est pas exponentielle, qui est linéaire, des nouveaux pathogènes émergents. On sait que ces nouveaux pathogènes émergents sont directement liés aux activités humaines et à notre proximité problématique avec les animaux. Mais donc c'est un problème. Il y a eu 4 pandémies au XXIe siècle. La dernière, on est toujours dedans et c'est la plus ample. Et donc c'est un problème de santé mondiale. Le deuxième autre problème, qui lui aussi est un énorme méta-problème, c'est le changement climatique. On est déjà dedans. Et on sait que ça va avoir un impact, le plus souvent indirect, sur la santé humaine. Alors si on essaye de se demander ce qui va nous arriver et qu'on interroge les démographes sur les
scénario futur de la santé mondiale, en général, il vous parle de 3 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario où l'espérance de vie va commencer à stagner ou alors à augmenter plus lentement, voire même focalement à baisser dans certains pays ou pour certains groupes sociaux. Le deuxième scénario, c'est un scénario où il pense que la pente linéaire va continuer sa trajectoire. Et ce sont des démographes qui vous disent que le futur va être turbulent, mais que le passé aussi était turbulent. Et que donc, on a connu déjà des guerres mondiales, des famines, des pandémies. Ça a été difficile, ça va être difficile demain, mais finalement, il y a un tel investissement dans la santé que la santé va continuer à progresser. Et puis il y a un troisième scénario, qui est le scénario transhumaniste, où vous avez des percées technologiques qui vont permettre à l'espérance de vie non seulement de continuer à augmenter, mais de sortir de la trajectoire linéaire pour augmenter encore plus rapidement. Alors ça, c'est pas intéressant, j'en parle pas. Heureusement, aujourd'hui, on les entend plus parce que c'est pas crédible. En pratique, quand les démographes vous disent qu'ils pensent que le futur de la santé mondiale, ça va être une espèce d'intermédiaire entre le scénario 1 et le scénario 2, mais n'oubliez pas que les statistiques agrégées ne disent pas tout et que vous pouvez très bien avoir une augmentation, une stagnation de l'espérance de vie générale, avec des groupes sociaux dans lesquels l'espérance de vie continue d'augmenter et d'autres dans lesquels elle stagne ou elle baisse. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-David Zeitoun. Je rappelle que votre livre, La Grande Extension, Histoire de la santé humaine, publié chez De Noël, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous pencher sur les moyens de faire aboutir l'innovation sociale en santé. Comment passer de l'idée à l'action, de la conception à la réussite. Alors pour en parler et pour témoigner, j'ai à mes côtés 4 professionnels. Un enseignant-chercheur tout d'abord, Thierry Sibieud. Thierry, vous êtes professeur titulaire de la chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact de l'ESSEC. Vous êtes président du comité scientifique de l'Observatoire des innovations ESS pour la santé, dont nous parlerons dans quelques instants. Bonjour. À vos côtés, 3 porteurs de projets. Alors, Muriel Jameau, bonjour Muriel. Vous êtes directrice des métiers et des opérations de la Croix-Rouge française. Vous portez de nombreux projets et vous nous parlerez plus particulièrement dans quelques instants d'un projet d'une expérimentation réussie d'EHPAD à domicile. À vos côtés, Guillaume Gardin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes directeur innovation, recherche et développement chez AESIO Santé. Vous êtes co-directeur du MedTech Lab, un laboratoire d'innovation qui porte également la box des fragilités, dont vous nous parlerez aussi. Antoine Priou. Bonjour. Antoine. Alors, vous êtes pharmacien. Vous êtes installé en milieu rural, au milieu du plateau de Millevaches. Et vous êtes chercheur innovation de l'association Papillon, dont vous allez aussi nous expliquer les actions dans quelques instants. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Je les reçois ici et je les prendrai dans la mesure du possible, quelques questions, en cours de table ronde. Mais pour commencer, je voudrais qu'on se penche peut-être sur la définition, qu'on voit exactement de quoi nous parlons. Et je me tourne pour cela vers Thierry Sibieud. Qu'est-ce que l'innovation en santé? Quelles sont les particularités lorsque cette innovation se fait dans le secteur ESS? De quoi est-ce qu'on parle, Thierry ? Alors, il y a toujours un universitaire de service dans ce type de table ronde pour donner les définitions, donc je vais le faire bien volontiers. Gentil de vous y prêter. Et donc, je vais le faire bien volontiers, même ça me fait plaisir. L'innovation sociale, elle a été finalement définie par la loi. Il y a la loi du 31 juillet 2014 qui a posé un certain nombre de caractéristiques pour définir cette innovation. Alors d'abord, cette première idée, c'est une innovation qui répond à un besoin que ni les politiques publiques, ni les sociétés commerciales privées n'ont été en capacité de satisfaire, soit de façon quantitative, le besoin est trop important, soit qualitative, le besoin est trop complexe. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, l'innovation sociale, c'est aussi par les modalités d'intervention, la façon de faire, c'est-à-dire que l'innovation sociale va reposer sur, par exemple, une association forte des bénéficiaires à la définition de la réponse. Ça peut être aussi un mode de financement, puisque la prochaine table ronde l'évoquera. Ça peut être de multiples modalités de mise en œuvre et de déploiement de la solution, de la réponse à ce besoin qui n'est que imparfaitement satisfait. Alors ensuite,
santé, puisque votre question est sur la santé, on est dans un domaine, ça a été dit par Sophie tout à l'heure, directrice générale d'Aesio, on est dans un domaine où la place de la technologie est extrêmement importante. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que à côté de cette technologie, il y a également une dimension sociale qui est forte, qui ne date pas d'aujourd'hui. L'innovation sociale, c'est vieux comme le monde, hein. Mais cette innovation sociale, elle permet justement, alors, un premier élément qui est celui qui a été très nettement affirmé par Sophie, qui est l'accessibilité à tous. Alors l'accessibilité technique, l'accessibilité financière. Technique, c'est, tout à l'heure Antoine vous en parlera. L'accessibilité, ça a été évoqué avec l'accessibilité numérique. L'accessibilité financière, c'est le coût. On sait très bien que on est, et la masterclass précédente l'a également bien illustré, on est face à des enjeux super complexes qui exigent des investissements considérables. Donc comment on fait pour rendre accessible cette santé à tous? Par exemple, le VIH, on vient de voir, il est parti aux États-Unis, mais c'est un problème en Afrique. Hein. Donc on voit bien qu'il y a là une vraie question. Il y a également l'expérimentation. Si vous prenez la sécurité sociale française, elle vient d'où? Elle vient de l'action des sociétés de secours mutuels, bien avant 1945. Et il y a eu, à un moment donné, cette idée de se dire, finalement, on va répondre à ce besoin par un outil systémique qui prend en compte le besoin de tous. Elle peut intervenir aussi dans tout ce qui est expérimentation, je l'ai dit, impulsion. Si on prend, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs du médico-social qui nous regardent, la question de l'accompagnement des personnes handicapées, c'est le mouvement familial qui a été à l'origine de cette démarche, qui a d'une certaine façon aiguillonné les pouvoirs publics pour proposer des réponses, des solutions. Et aujourd'hui, on voit alors la complexité du secteur. Muriel va vous en parler abondamment. Est une bonne illustration de la combinaison entre l'action publique, l'action privée. Et ça me permet, et ce sera mon dernier point pour que nous tenions le chronomètre, de vous parler de modèle économique, parce que l'enjeu numéro 1 de l'innovation et de sa pérennité, c'est le modèle économique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? C'est donc la façon dont une organisation, qu'elle soit publique ou privée, crée de la valeur, capture de la valeur et partage de la valeur. Donc, comment on crée de nouvelles valeurs, comment on la capture aussi, parce que ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire comment est-ce que les différents intervenants tout au long du déploiement du service interagissent et interviennent, on peut optimiser les choses. On peut faire en sorte donc de récupérer une valeur qui n'est pas complètement bien utilisée à un moment du déploiement du service pour la réutiliser à un autre moment. Hein, le numérique, par exemple, si vous prenez Airbnb, il crée de la valeur simplement parce que sur la chaîne de la mise à disposition d'un hébergement dans une ville dans laquelle vous ne résidez pas, qui est aussi un problème vieux comme le monde, l'organisation de la mise à disposition de la solution que vous pouvez trouver est différente de ce qui était précédemment les hôtels, les auberges et autres. Donc on crée de la valeur, on partage de la valeur et on capture de la valeur. Et l'idée, c'est que on a des modèles économiques qui peuvent être soit 100% marchands, je vends mon service, soit 100% non marchands, c'est-à-dire que ce sont les pouvoirs publics qui vont financer les démarches. Et en santé, ça existe. Hein. On a évoqué la pandémie récente, tous les efforts sur le vaccin pour le Covid. Heureusement que les pouvoirs publics américains ont mis de l'argent sur la table, hein, parce que c'est pas l'industrie privée qui aurait fait ça tout seul. Et puis, je finis, pardonnez-moi, le modèle hybride, c'est-à-dire une combinaison des deux. Pour observer ce monde, vous avez lancé il y a 2 ans l'Observatoire des innovations ESS pour la santé. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos ambitions? 2 phrases. 2 phrases. Merci. L'ambition, c'était d'abord, le nom l'indique bien, d'observer. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Et en plus, Aesio a choisi de s'appuyer sur un établissement d'enseignement supérieur. Toute démarche scientifique passe d'abord par le benchmark, par l'observation, par la revue de ce qui existe et de ce qui est disponible pour continuer de construire et de progresser. Donc, observez. On a identifié à peu près 500 initiatives aujourd'hui de par le monde, dont vous avez quelques brillants représentants. Et à partir de cette observation, on voudrait analyser les différentes initiatives et les différents projets qui ont été identifiés, qui ont été collectés. Alors, on a collecté par le net, de façon tout à fait banale et usuelle.
Une fois qu'on a, on a quand même structuré la recherche en 4 axes, hein, la prévention santé chez les femmes, le bien vieillir parce qu'on est dans une mutuelle et que Aesio est très largement impliqué dans ces questions, tout ce qui est santé et environnement, et vous avez vu, et on a vu dans la masterclass précédente que c'était un problème qui est en train de monter en puissance et qui va nous rattraper, et le 4e, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Il y a le bien vieillir, il y a la santé des femmes, santé et environnement, santé mentale des jeunes. Et santé mentale des jeunes, évidemment. Ça, c'est mon début d'Alzheimer. Voilà. Donc la santé mentale des jeunes, qui est également un problème et un enjeu absolument crucial. Alors, nous avons la chance d'avoir 3 porteurs de projets à nos côtés. J'ai juste cité vos projets, mais est-ce que je peux vous demander aussi peut-être une brève description, qu'on comprenne un peu ce que sont vos projets, Muriel? Alors, en 2 mots, parce que je crois que le temps est compté, je voulais vous parler d'un projet qui a porté, et que porte toujours la Croix-Rouge française depuis plusieurs années maintenant. Nous gérons des établissements, comme vous le savez, nous gérons des établissements dans le champ des personnes âgées, dans le champ du domicile, et nous avions identifié le besoin des personnes de rester plus longtemps chez elles, d'aller en EHPAD plus tard, et nous avions identifié que le frein, c'était vraiment la coordination. Nous avions identifié 3 freins: la coordination, la sécurisation du domicile et l'isolement à domicile. Et donc, pour y répondre, avec un groupe de professionnels de chez nous, de nos établissements et services, nous avons mis en place une réponse d'EHPAD à domicile qui s'appelle maintenant Vivre à la maison et qui vise à organiser au domicile une coordination, une sécurisation et des relations sociales pour les personnes âgées de la même manière que si elles étaient en EHPAD, mais elles restent chez elles. Du coup, c'est une expérimentation qui nous a pris du temps parce que, bien sûr, il fallait trouver des financements. Vous venez d'en parler. Et convaincre aussi les autorités de contrôle et de tarification de nous autoriser. Donc, nous avons obtenu une autorisation à titre expérimental pour mener cette expérimentation. Et nous avons pu étendre cette expérimentation avec 6 autres de nos établissements et 6 autres de nos services grâce à un article de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet des expérimentations de ce type. Et nous sommes très satisfaits de voir que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine, donc pour 2022, les EHPAD sont appelés à devenir des plateformes de ressources et donc vraiment ce qui correspond à l'expérimentation que nous avons pu porter. Nous sommes d'autant plus contents que cette expérimentation, nous l'avions portée pas seulement pour créer des services Croix-Rouge, peu importe, c'était surtout pour répondre aux besoins et c'était pour faire évoluer les politiques publiques, pour montrer qu'il était possible de faire évoluer et donc nous sommes vraiment contents de cette reconnaissance future législative. Aujourd'hui, combien de personnes ont été concernées par votre expérimentation? Alors, aujourd'hui, l'expérimentation, nous l'avons conduite sur un EHPAD à Sartrouville, un de nos EHPAD à Sartrouville. Nous avons une cohorte de 25 personnes, donc depuis 3 ans maintenant. Alors, je ne saurais pas vous dire combien exactement, parce qu'évidemment, il y a peut-être des personnes qui entrent, qui sortent, mais je dirais qu'on doit être allé au doigt mouillé sur environ 80 personnes. Et sur les expérimentations que nous avons étendues sur nos 6 autres établissements, nous sommes aussi sur des cohortes de 25... Enfin, nous avons 25 places d'EHPAD à domicile, et donc on est à peu près sur des cohortes similaires. Bon, on parlera des ambitions tout à l'heure. Guillaume Gardin, je vais essayer de ne pas me tromper maintenant, le MedTech Lab, oui. et plus particulièrement le projet de la box des fragilités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ce que je peux vous dire, c'est que créer son jumeau numérique pour prédire sa santé et en enregistrant ses habitudes de vie, c'est pas de la science-fiction aujourd'hui. Et on le fait à Saint-Étienne, justement dans le contexte de ce laboratoire d'usage qui a été co-créé par l'École des mines de Saint-Étienne, Aesio Mutuelle, Aesio Santé, donc il y a un peu plus de 3 ans. Et dans lequel nous avons développé l'un de ces projets de recherche et développement Box des fragilités, qui est en fait un ensemble de capteurs dans un système qu'on installe dans un système d'habitat au bénéfice des personnes âgées, qui ces capteurs permettent d'enregistrer donc les mouvements, les usages des personnes et donc de détecter les fragilités cognitives, physiques, sociales, grâce à des algorithmes qui ont été créés, des algorithmes de modélisation
de simulation et de prédiction. La détection de ces fragilités permet à la personne de prendre conscience en fait de ces changements d'habitude de vie et donc de s'approprier la réalité, de sa réalité et donc de mettre en place des actions, de décider elle-même de mettre en place des actions de prévention pour rester le plus longtemps possible chez elle sans incapacité en ayant recours à des services qui vont lui être proposés, donc des activités de prévention, de consulter son médecin, l'ergothérapeute pour aménager son domicile. Et donc ce dispositif fait l'objet aujourd'hui, après plusieurs études de faisabilité, d'une étude clinique avec les hospices civils de Lyon et le CHU de Saint-Étienne, et devrait nous permettre donc de valider en fait ces algorithmes, l'utilité sociale. Et nous travaillons également sur la viabilité économique et la performance sociale de cet outil, justement dans le cadre du Living Lab. Pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, et on l'espère, dans 2 ans. Voilà. J'allais vous demander l'échéance, c'est pour dans 2 ans. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors Antoine, votre projet, en 2 mots aussi, avant qu'on parle des facteurs clés qui ont permis facteurs clés de succès. Alors Papillon, déjà c'est une association, loi 1901, qui fait de la recherche et développement en soins de premier recours, en partenariat avec une équipe de soins coordonnés, qu'on appelle une maison de santé, voilà, qui s'appelle le pôle 1000 soins, sur un territoire à ciel ouvert qui est la montagne Limousine, le parc naturel régional du plateau de Millevaches. Alors, on s'est particulièrement intéressé à qu'est-ce qui se passe quand on met des pharmaciens dans les équipes de soins coordonnés, et notamment qu'est-ce qui se passe quand on définit des communs, à la fois sur des questions de cadre de valeur, de projet de santé et d'usage de systèmes d'information partagés. Et derrière, qu'est-ce que les données, notamment, que les équipes de soins vont être capables de produire de manière collaborative, donc on pratique ce qu'on appelle le crowdsourcing, qu'est-ce que ces données de vie réelle vont nous permettre à nous, en tant que professionnels de santé, de faire en termes de pertinence des actes de soins, en termes de démarche qualité, mais comment est-ce qu'on peut progresser pour maintenir en bonne santé un territoire, et comment est-ce qu'on peut construire un récit pour demain passer d'un acte de soin à un maintien en bonne santé. Voilà. Vous avez commencé à travailler sur le projet à quelle date et vous diriez que vous en êtes où de votre avancement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il faut monter une équipe de soins coordonnés. Il a fallu qu'on s'approprie un logiciel de gestion d'officine. Donc maintenant, on a notre propre prototype, on a fait des preuves de concept assez significatives et on essaye de libérer le code source de notre logiciel à l'heure actuelle, mais c'est une démarche qui a pris 10 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'idéation du projet, le fait de racheter une pharmacie d'officine pour avoir son propre labo de recherche, le fait d'acquérir un logiciel, le fait de monter une équipe de soins coordonnée, le fait de faire un peu de recherche, voilà, du bidouillage, avec très peu de moyens. Ce qu'on fait, c'est de l'innovation frugale. Ça a mis 10 ans. Mais là, aujourd'hui, on a une preuve de concept qui est intéressante, enfin on le pense, voilà, qui a un coût marginal proche de 0. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et qui nous permet, in fine, de donner un récit où, parce qu'on produit et qu'on est capable d'autogérer des bases de données de santé, notamment des déterminants de santé et des états cliniques, on va être capable d'avoir un potentiel d'action extrêmement fort pour demain agir sur ce qui détermine la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Voilà. Alors, vous avez déjà cité quelques mots-clés, mais qu'est-ce qui fait qu'en 10 ans, votre projet a avancé? Si vous deviez donner trois explications, 3 facteurs clés de succès pour prendre une formule. Les facteurs clés de succès. Alors, déjà, il faut poser l'équation, il faut faire plus avec moins, il faut le faire vite et mieux. Dans les soins, il faut développer un truc qu'on ne sait pas faire encore, c'est le maintien en bonne santé des gens. Si on ne fait pas abstraction des problèmes qui nous tombent sur le coin du dos, c'est compliqué. Donc, le grand principe, déjà, c'est le concept philosophique d'émergence. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Le tout offre plus de possibilités que la somme des parties. Donc, des médecins, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens qui travaillent ensemble autour de communs, ça offre plus de possibilités que s'ils ne le faisaient pas. C'est pareil quand on commence à croiser l'hôpital. La première chose, c'est la collaboration. L'émergence, la collaboration, l'entraide et l'acceptation de l'interdépendance. D'accord. Voilà, ça, c'est très important. Ensuite, il y a la liberté de sortir du cadre, de penser différemment et d'innover de manière frugale avec ce qu'on a sur le terrain. Voilà, moi, quand j'étais petit, sur le plateau de Millevaches, je construisais des cabanes avec ce que j'avais dans la forêt. J'essayais d'attraper les truites à la main. C'est compliqué. Mais ça permet de se mettre face à des problèmes, à se dire, OK, avec ce que j'ai sous la main tout de suite maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir essayer de faire avancer un peu les choses? Et
quand on regarde aujourd'hui les systèmes dynamiques et complexes, le système de santé par exemple, quand on doit le transformer, nous, si on s'appelle Papillon, c'est parce que justement, on va essayer de trouver des détails dans le système, des conditions initiales qu'on va pouvoir changer et entretenir pour changer le système dynamique et complexe. C'est les effets papillons que tout le monde connaît plus ou moins. Voilà. Donc c'est déjà ces deux détails-là qui nous permettent d'avancer. Et ensuite, bon, il y a des questions économiques, des questions financières, ça c'est plus de l'ordre des moyens. Guillaume, je ne sais pas si la frugalité, c'est votre première explication. Moi, je rejoins Antoine parce que c'est la démarche qu'il décrit, c'est la démarche de Living Lab, de laboratoire d'usage, qui associe en fait toutes les parties prenantes d'un projet pour répondre à un besoin social. Et ça, on le fait dès qu'on pense à la réponse aux besoins. Et comment on le fait ? Eh bien, on associe ingénieurs, médecins, professionnels de santé, aidants, usagers, autour d'une table. Donc, on le fait dans le cadre du centre d'ingénierie santé. Et on a plusieurs plateformes réelles, avec des bancs d'essai, des appartements et des démonstrateurs, un laboratoire d'intelligence artificielle aussi, qui nous permettent de prototyper également ce qui va être co-créé, issu de l'ensemble de ces parties prenantes. Puis, nous allons tester ces prototypes en environnement maîtrisé, donc en laboratoire, puis en environnement réel, c'est-à-dire dans les établissements mutualistes d'Aesio Santé notamment. En fait, Guillaume construit encore ses cabanes. Et moi, voilà, effectivement, le propre de la recherche et développement, c'est de continuer à construire des cabanes et d'associer en fait tous les voisins et tous ceux qui vont bénéficier ensuite et tous ceux qui peuvent penser effectivement cette cabane. Et donc, les conditions, ça va être effectivement d'agir, et c'est ce qu'on fait chez Aesio Mutual et Aesio Santé, en open innovation, donc avec des acteurs particulièrement ancrés dans les territoires. Et surtout, on va évaluer pour ajuster en fait nos produits et services qui vont intégrer plus ou moins des technologies d'ailleurs, tout au long du cycle de vie en fait du produit ou du service pour être le plus pertinent et le plus performant socialement aussi. Alors justement, j'avais une question pour vous, Guillaume. Comment travaillez-vous et quel soutien avez-vous des collectivités locales dans cette réflexion Alors, d'abord, l'ensemble des projets que nous portons, Mines Saint-Étienne et Aesio Santé, Aesio Mutuel, s'inscrivent dans les politiques publiques, où on essaie de s'inscrire dans les politiques publiques, puisque chaque projet va avoir son économie de fonctionnement. Et aussi, on va avoir, pour un certain nombre de sujets, des moyens extrêmement frugaux. On n'a pas toujours la possibilité de développer des prototypes en réalité virtuelle. Donc, parfois, on utilise du carton ou on fait des Lego. Donc, justement, pour pouvoir co-créer, prototyper, imaginer les solutions et les évaluer. Et pour ça, donc on est soutenu par des collectivités locales, donc Saint-Étienne Métropole, le Conseil départemental de la Loire, les collectivités régionales, mais également les ARS ou les conseils départementaux en fonction des projets, sachant qu'on s'associe aussi à des industriels, à des startups, dont c'est le métier de porter ces projets et qui vont les commercialiser sur le marché, et on va les aider justement à trouver le modèle économique qui va permettre le développement et la pérennité de ces projets, et surtout d'évaluer la réponse aux besoins initiaux. Muriel, pour vous, qu'est-ce qui a permis que votre innovation avance et passe du test à quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est maintenant dans la loi ? C'est ça, qui sera bientôt dans la loi. Bientôt dans la loi, pardon. Je pense que le premier facteur, c'est vraiment la mobilisation et l'envie de nos professionnels de répondre à un besoin qui a été identifié de personnes âgées souhaitant vivre plus longtemps chez elles. Donc ça, c'est le premier facteur. Et ce qu'on a construit dans cette expérimentation d'EHPAD à domicile, c'est vraiment les professionnels eux-mêmes qui l'ont construit et qui ont créé leur modèle pour répondre au mieux aux besoins. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, je pense, c'est vraiment l'agilité. Parce qu'en fait,
Ces professionnels ont travaillé, ont construit un modèle qui, sur le papier, semblait bien fonctionner. Et puis, quand on l'a déployé en expérimentation, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des petits ajustements à faire. Par exemple... On voit chez tous les trois ce test and proof, enfin je ne sais pas si on emploie le terme de preuve de concept, mais en effet, vous avez vérifié que c'était pertinent. Absolument. Par exemple, quelque chose de tout simple, dans notre modèle initial, parce qu'à Sartrouville, on gérait un EHPAD, un service de soins infirmiers à domicile et un service d'aide et d'accompagnement à domicile, on s'était dit, on va s'appuyer sur les trois. Mais très rapidement, quand on a fait rentrer les premières personnes âgées, on s'est rendu compte que le SAD, ça marchait pas, parce qu'en fait, la personne, elle avait déjà son aide à domicile depuis des mois, des années, et elle n'avait pas du tout envie de changer pour en prendre une de chez nous. Donc on a très bien compris, et on a noué des partenariats avec les SAD de Sartrouville. Troisième point, je pense que c'est très important de travailler avec les partenaires du territoire. Ça, c'est vraiment très riche. Et le fait qu'on se soit appuyé sur un EHPAD qui avait déjà lui-même de nombreux partenaires, que ce soit l'hôpital, les professionnels de santé libéraux, les dispositifs de coordination locale, évidemment le CCAS, la ville, a permis aussi de faire que ça fonctionne bien et qu'on puisse répondre aux besoins des personnes à leur domicile. Vraiment très important. C'est, à mon avis, les trois clés essentielles. Thierry, est-ce que là, c'est ce qu'on a entendu, est-ce que vous avez entendu tous les facteurs clés de succès? Est-ce qu'il y a des choses complémentaires ou est-ce que nos exemples sont très représentatifs finalement? Ces projets sont très représentatifs et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont bien répartis puisqu'ils ont... Antoine a commencé par la question de l'interdépendance et de l'émergence et le fait que finalement la somme des intérêts individuels est toujours inférieure à l'intérêt général. Hein. Donc ça, c'était la première idée. La question du prototype. Ensuite, effectivement, l'ensemble des tests, des allers-retours qu'a évoqué Guillaume, l'agilité qu'a évoqué Muriel. Et avec cette idée, et c'est intéressant parce que dans les trois cas, on voit bien que on est sur l'innovation sociale. Pourquoi? Parce qu'on est sur des comportements. On est sur des façons de faire. Hein, bien plus que sur la question technique. Alors, il y a bien sûr un sous-jacent technique, par exemple, sur les algorithmes que nous a présenté Guillaume, mais on voit bien que ces algorithmes n'auront de sens que pour autant qu'on soit en capacité de s'en saisir et de les mettre en œuvre au bénéfice des populations. Et le dernier point qui est très important, c'est tout ça, et toutes ces démarches, elles sont faites au service de quelque chose, de quoi? D'un impact. Hein. Et donc, c'est la question de l'évaluation de l'impact. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence que l'évaluation de l'impact, dans une innovation sociale, il faut la mettre en perspective avec la démarche. Les démarches qu'ils ont présentées, c'est des démarches qu'on voit dans l'industrie. Hein. C'est la démarche de design thinking, c'est la démarche d'effectuation. Quand on dit on fait avec ce qu'on a, hein, eh ben oui, dans la démarche de start-up... L'identification du besoin dans l'industrie. La démarche de start-up, c'est on travaille avec ce qu'on a, on construit quelque chose, et on accepte l'idée, et ça c'est parfois difficile en France, de ce que les anglo-saxons appellent le quick and dirty, c'est-à-dire c'est pas parfait, tout n'est pas complètement finalisé, ficelé, mais on se lance, alors pas n'importe comment, on se lance avec des outils qui permettront de suivre, on analyse et on peut ensuite en tirer des conclusions. Et si vous me permettez un dernier point, ce qui est également intéressant, c'est que dans la masterclass de tout à l'heure, ce que nous a dit Monsieur Zetoun, c'est qu'il y avait des questions environnementales et des questions comportementales. Or, le comportemental, c'est le cœur de l'innovation sociale. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était important d'avoir un observatoire sur ces initiatives, précisément pour analyser ces choses-là. Et l'ESIcisation, c'est justement par des comportements différents, la prise en main et la mise à disposition d'initiatives et de solutions qui sont des solutions et qui répondent à un besoin qui n'est pas satisfait. C'est-à-dire que les maisons de retraite, ça répond à des besoins, très bien, mais ça ne répond pas à tous les besoins, ainsi que l'a montré... J'ai une petite question pour vous, Thierry. Un de nos auditeurs nous demande s'il y a des ressources en ligne ou des formations pour se former à l'innovation sociale. Il y en a plein. Alors, il y a une innovation sociale qui a été dans la pédagogie, qui est le MOOC, hein, Master Online Open Course. Et pour être tout à fait transparent, moi je me suis engagé parmi les premiers dans la démarche du MOOC. Mes collègues me disaient « Oh là là, mais ça va remplacer les profs, c'est épouvantable ». Non, je ne crois pas que le MOOC va remplacer les profs. D'ailleurs, ça fait 6 ou 7 ans ou 10 ans maintenant que les MOOC existent et les profs sont toujours là, donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Plus de formation pour plus de monde. C'est exactement ça. Mais c'est aussi formation différente.
Donc là, il y a sur Coursera toute une série de MOOC. Il y en a un sur le design qui reprendra des éléments qui ont été donnés par Guillaume et Antoine. Il y en a un sur l'évaluation de l'impact social. Et puis plus globalement, il y en a autour de comment on crée une entreprise sociale, une entreprise à impact. Bien sûr. C'est-à-dire ce sur quoi nous travaillons à l'ESSEC depuis 20 ans. Et pour ça que ça a du sens d'avoir des organisations qui travaillent en recherche, à la fois sur la technique, que ce soit en environnement ou en santé, parce que le problème est un peu similaire, c'est-à-dire des choses très complexes, qui exigent une vraie technicité, et puis des gens comme nous, qui n'avons pas de compétences techniques, mais qui avons une compétence autour de la gouvernance des projets, autour du pilotage des projets, autour du déploiement de ces projets, et puis quand même le modèle économique, parce que même si on veut rendre accessible tout ça à tout le monde, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a de l'argent privé, du marché, il y a de l'argent des mécènes, et il y a de l'argent public. Comment on fait pour créer les conditions pour une dépense de l'argent public? C'est le sujet de notre prochaine table ronde, donc je vous arrête, nous en parlerons dans quelques instants au plateau. En revanche, vous avez déjà regardé des MOOC se former, c'est peut-être un des premiers conseils qu'on peut donner aux porteurs de projets. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Quels sont vos conseils, vous qui avez porté un projet, qui avez réussi? Quels seraient les conseils que vous donnez aux porteurs de projets qui nous écoutent ce matin et qui aimeraient faire aboutir aussi leur projet? Alors moi, j'aurais quelques conseils. Le premier, c'est vraiment bien identifier le besoin. Ne pas faire quelque chose un peu dans sa bulle ou comme dans sa tête. Vraiment aller regarder de quoi ont besoin les personnes à qui s'adresse cette innovation. Le deuxième, bien sûr, c'est tous les aspects économiques. Quel va être le modèle économique derrière? Comment on finance? Sur notre expérimentation d'EHPAD à domicile, par exemple, on est allé chercher des mécènes, puisqu'il n'y avait pas d'argent public dessus. On est allé mettre des fonds propres Croix-Rouge française, mais on a aussi associé en amont tout de suite le financeur public, même s'il ne finançait pas, pour qu'il soit dedans et qu'il ait connaissance de cette expérimentation, puisque notre ambition, c'était de faire évoluer les politiques publiques. Donc, c'est vraiment très important de s'intéresser à la fois au financement et à l'écosystème. Et puis, je pense, mais vous l'avez dit, que c'est important aussi de construire directement au moment du projet comment on va l'évaluer. Parce que si on veut faire bouger les lignes, si on n'a pas d'évaluation, ça ne va pas très bien fonctionner. Donc nous, par exemple, on a travaillé avec l'Université Dauphine et avec le Gérontopôle de Reims à l'époque pour mener une évaluation de notre expérimentation. Parce que ce qu'on voulait démontrer, c'était d'abord, on avait besoin de nous-mêmes d'être sûrs que c'était utile et que ça présentait de l'intérêt et que c'était une plus-value pour les personnes accompagnées. Et en plus, on voulait pouvoir le montrer à de potentiels financeurs publics demain, puisque notre ambition, encore une fois, c'était de faire bouger les lignes des politiques publiques. Donc si on voulait ça, et ça nous a beaucoup aidé pour obtenir ensuite une expérimentation au titre de l'article 51 et de pouvoir étendre cette expérimentation de Sartrouville à d'autres. Donc vraiment, ce seraient mes 3 conseils aux futurs innovateurs. Guillaume Dans le prolongement de Muriel, moi je dirais que réaliser un diagnostic du point de vue de toutes les parties prenantes et commencer à élaborer en fait sa vision, et plutôt une vision pluriannuelle parce que c'est des projets longs, les besoins sociaux sont immenses et y répondre en associant effectivement tous les moyens et toutes les ressources qu'on peut imaginer. Adopter une démarche de Living Lab en associant dès le départ les usagers, les utilisateurs, les aidants à la co-création en fait, des solutions et des dispositifs pour une meilleure appropriation dans la vie du service ou du produit qu'on veut développer. Et le troisième élément, c'est lancez-vous en évaluant, en n'ayant pas peur aussi de vous remettre en cause et pour ajuster et faire évoluer vos solutions tout au long du parcours. N'attendez pas l'objet parfait. L'objet parfait, ça n'existe pas. La société a beaucoup évolué quand même, ces dernières années sur l'acceptation de l'imperfection ou de l'évolution. Tout à fait. Et tirer ces enseignements de ces échecs aussi, puisque en recherche et développement, on en connaît. Évidemment, il ne faut pas avoir peur de les dépasser également. Et pour terminer, je dirais que il faut pas avoir peur de mobiliser en fait toutes les ressources, les potentiels humains, matériels, financiers, pour faire ce qui nous anime, c'est-à-dire générer du progrès social, générer du progrès humain, parce que
Voilà, c'est le rôle des acteurs de l'économie sociale, notamment les mutualistes, les associatifs, et puis des partenaires également. Antoine, vos conseils, vous qui depuis 10 ans portez votre projet. Questionner le sens. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris il y a longtemps que plus les gens allaient être malades, plus j'allais gagner ma vie en tant que pharmacien. Ce qui du reste est le cas de pas mal d'autres professionnels du soin et de la santé, si ce n'est tous. C'est pas satisfaisant d'un point de vue esprit critique. Donc on questionne le sens. Voilà. Ensuite, on échoue. Cultiver l'échec. L'échec, c'est une magnifique opportunité d'apprentissage. Il faut échouer beaucoup pour réussir à un moment donné. Et puis derrière, pour paraphraser Bergson, agir en communauté de pensée, penser en communauté d'action. On fera rien de vraiment structurant sans notre environnement. Et donc, l'idée, c'est de cultiver ce qu'on appelle la réciprocité positive, le don, le contre-don. C'est pour ça que nous, par exemple, notre prototype de logiciel pour pharmaciens correspondants qu'on a développé, là, on essaye d'indemniser le développeur initial via une campagne de crowdfunding pour libérer le code source. C'est l'exact inverse d'un dépôt de brevet. On pense qu'on a une super idée, on la met dans le bien commun. Donc cultiver la notion de bien commun, parce que si demain on ne cultive pas ces communs-là, on risque d'aller au-devant de problématiques majeures qui ont été présentées dans la masterclass juste avant nous. Thierry, j'imagine que vous donnez des conseils régulièrement à vos élèves. Là, on nous demande explicitement vos conseils. Alors, il y a beaucoup de questions, je peux pas toutes les reprendre, mais je vais juste adapter une question là que nous avons reçue. Clairement, on nous demande si vous avez déjà des résultats de votre observatoire et s'ils sont disponibles. Ça, je vous laisse répondre très rapidement. Alors, il y a des premiers résultats. Il y a un carnet d'inspiration que nous avons réalisé qui présente trois initiatives qui nous sont apparues particulièrement emblématiques avec le conseil scientifique dans chacun des 4 secteurs que je rappelle, le bien vieillir, la santé des femmes, la santé mentale des jeunes et santé et environnement. D'accord. Cette fois-ci, je les ai. Et puis, dans le temps qui va venir, on va analyser, entrer dans le détail, et puis, on va dire, d'une certaine façon, illustrer, et puis approfondir les points qui ont été mentionnés par les trois porteurs de projet ici présents aujourd'hui. Voilà. S'il fallait retenir qu'une seule chose de nos échanges, Thierry, ce matin, qu'est-ce que vous diriez ? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Premièrement, c'est un point très important. La deuxième chose, c'est que je vais répéter en trois mots ce qu'ont dit les 3 porteurs de projets précédents, mais la répétition est mère de toutes les pédagogies, on le sait bien. Donc, c'est ne restez pas seul, premier élément. Formez-vous. Donc là, je vous ai dit... plateforme Coursera, les MOOC, c'est gratuit, sauf si vous voulez avoir le certificat signé de Blanchemin qui coûte la somme astronomique de 43 €. Voilà, donc vous tapez soit le thème, soit mon nom et ça apparaîtra. Et puis la troisième idée, c'est évaluer. Évaluer ce que vous faites, mettez-vous en capacité d'évaluer. Et mon dernier mot, je reprendrai une phrase de Churchill, c'est que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Amen. Guillaume, en une phrase, ce qu'on doit retenir pour vous. Votre mot d'impulsion. Bonne impulsion. C'est ne pas perdre le sens, c'est répondre aux besoins. Répondre aux besoins sociaux. Voilà. Muriel ? Moi, je dirais vraiment persévérance et agilité. C'est-à-dire qu'on a identifié un besoin, on y croit, on va y arriver, on trouvera des financements. Et après, le modèle idéal, il n'existe pas. Donc, il faut être en capacité d'adapter, pour mieux répondre aux besoins et adapter la réponse pour ce faire. Antoine, et ce sera le mot de la fin ? Du coup, vu que j'ai déjà pas mal dit de ce que je voulais dire à la fin, je vais conclure avec une citation d'un groupe de rock que j'affectionne tout particulièrement. Ça va changer de personne, allez. Qui s'appelle les Ramones. A.O. Let's go. Let's go. Merci beaucoup à tous les 4. Et nous parlons financement dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant nous pencher sur les moyens de financer cette innovation sociale en santé. Quels sont les facteurs clés de succès pour obtenir un financement quand on appartient en particulier au secteur de l'économie sociale et solidaire ? Alors à mes côtés pour en parler, 3 experts spécialistes du financement de l'innovation à impact. Jérôme Salzman, vous êtes directeur exécutif de la chaire Entrepreneuriat et Innovation à l'impact de l'ESSEC. Bonjour Jérôme. Bonjour. En face de vous, Andreas Gall, vous êtes directeur général délégué chez Xange et partenaire du Fonds Mutuel Impact. Bonjour. Ladislas Deguerre, vous êtes principal
C'est très anglo-saxon. C'est très Principal. anglo-saxon. Qu'est-ce que je devrais dire en fait, hein? Directeur de projet, directeur d'investissement. Voilà. Directeur d'investissement chez Cois Invest. Merci de me recevoir. Alors, quelles sont les clés pour faire financer ces projets à impact? J'ai envie de me tourner d'abord vers les financeurs. Qu'est-ce que vous regardez quand vous financez un projet qui se lance? Allez, Andreas. Bon, ce qu'on regarde en premier, c'est l'entrepreneur. C'est toujours la conviction de l'entrepreneur et la raison qui l'a amené à créer une entreprise. Alors, je précise tout de suite, Xange fait de l'investissement dans l'innovation. Nous nous focalisons sur des entreprises avec un objectif simple qui est de faire de la performance, donc d'avoir à la fois un modèle économique et faire de l'impact. Donc, c'est cette recherche duale qui nous motive. Et donc, ce que nous allons essayer d'évaluer chez l'entrepreneur, sa conviction profonde, pourquoi il a créé une entreprise. Ensuite, quel besoin, quel problème fondamental il veut essayer de régler. Et ensuite, comment il va exécuter sa stratégie pour atteindre de la performance. Et quand on cherche une double performance, il faut vraiment exécuter correctement. Ladislas, qu'est-ce que vous regardez, vous? Alors en fait, ça va dépendre du type de projet qu'on regarde. En fait, Cois, c'est, comme Xange au départ, créé sous forme de fonds de capital investissement en Belgique, puis c'est développé en France, en Angleterre et en Inde. Et donc, on a à peu près la même stratégie quand on regarde des entreprises, savoir si l'entrepreneur est un entrepreneur à succès, si en tout cas on pense qu'il va pouvoir porter le projet jusqu'au bout, quel problème il résout, tout à fait. Mais ça, c'est et la question de la rentabilité, des revenus qui peuvent être générés. L'autre question qu'on va se poser, c'est si ce n'est pas une entreprise, mais que, comme dans le champ de l'ESS, il y a toute une série d'autres acteurs de type mutuelle, de type association, fondation, ces acteurs-là ne sont pas des acteurs qui vont générer du revenu. Et pourtant, on va quand même chercher à les accompagner pour qu'ils trouvent des modalités de financement soit classiques, soit innovantes, et on va se donner comme mission de les accompagner dans ces cas-là aussi. Et dans ce cas-là, on va d'abord regarder le problème social, savoir si ce problème-là, quel est ce problème-là et comment il peut être résolu, et aussi regarder les autres acteurs qui répondent autour de cet acteur-là aux problèmes sociaux identifiés, pour savoir si l'acteur en question est le plus à même de résoudre ce problème. Dans une concurrence de projets. Ouais, on pourrait appeler ça une forme de concurrence, mais une concurrence positive, on pourrait dire. Jérôme, c'est ce que vous voyez dans vos études quand vous regardez tous les projets que vous voyez passer. Qu'est-ce qui permet de se financer? Non, c'est sûr que l'équipe, alors l'entrepreneur et comment il est entouré aussi, c'est pas qu'une personne, c'est pas juste un gars ou une fille, c'est aussi comment il s'entoure, sa capacité d'écoute, moi je trouve, et d'adaptation qui est aussi importante, parce que les choses vont changer par rapport on cherche de l'argent, mais en même temps, dans 10 jours ou dans un an, ce sera différent. Donc cette agilité-là me paraît importante. C'est vrai qu'après, ce qu'on constate nous beaucoup, c'est qu'il y a plutôt pas mal d'argent, enfin c'est ce qu'on entend, et en même temps des projets qui cherchent de l'argent, et donc un marché, on va dire, ou une rencontre qui n'est pas encore parfaite entre ces financements disponibles et ces porteurs de projets. Donc c'est là où il y a quelque chose à creuser, c'est intéressant d'avoir ce débat aujourd'hui pour ça. Vous avez cité le mot performance économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Comment vous le comprenez? Est-ce qu'il y a une définition un peu différente de performance dans ce domaine, dans l'innovation sociale en santé, par rapport à la performance économique classique des business schools telle qu'on l'imagine? Alors, peut-être quand on parle d'impact, elle est duale, la performance. Donc naturellement, le sujet de la performance économique, elle est associée à toute entreprise et il ne faut pas la négliger parce qu'elle est fondamentale. Mais après, il y a un deuxième sujet qui est faire de l'impact. Et mesurer cet impact, être capable d'expliquer pourquoi on va faire de l'impact, comment on va le faire, et de le mesurer au fil du temps et de s'adapter à ça. Quand on parle d'impact, on parle de théorie de changement pour une population de bénéficiaires qui est en souffrance. Donc quelque part, être capable de définir cette théorie de changement, être capable de définir comment le financement et comment l'entreprise va venir faire levier sur cette population de bénéficiaires est fondamental. Et peut-être un mot pour dire pourquoi moi j'ai voulu bâtir une practice impact chez Xange, c'est parce que je pense que la technologie, l'innovation est un merveilleux levier pour y arriver. Donc quelque part, ma conviction profonde, c'est double performance et levier de l'innovation. Ça, il faut le mesurer. Comment est-ce que vous, en tant que fonds, vous mesurez la deuxième partie de la performance, hein?
Ça, c'est un débat sans fin. Je vous donne 3 minutes. Non, mais je dirais qu'il y a deux manières de faire. La première, c'est d'utiliser des outils qui sont proposés maintenant par toute une série d'acteurs. Par exemple, le GIN, qui est le groupement d'investisseurs à impact au niveau monde, propose maintenant toute une série d'indicateurs qui souvent se basent sur les objectifs de développement durable. Donc, vous les connaissez, les 17 objectifs de développement durable qu'on sous-divise en sous-catégories dans le champ de la santé, de l'inclusion, de l'environnement, etc. Et du coup, d'essayer de définir des indicateurs qui vont être le plus proche possible de la réalité, de l'impact terrain de l'entreprise. Donc ça, c'est la première réalité. La deuxième, c'est d'être droit dans ses bottes, en fait, et de se dire, moi, en tant que personne, si je regarde un projet, est-ce que je suis convaincu que ce projet génère de l'impact positif et a des externalités négatives qui sont les plus réduites possibles. Et je pense que ce deuxième élément, il est clé pour vraiment choisir des bons projets qui vont avoir un impact. Peut-être pour vous donner un exemple, on a eu il y a quelques années une entreprise qui est venue nous voir qui produisait des fours solaires pour les pays en développement, donc qui vendait ces fours solaires à toute une série de populations à des coûts moindres et vraiment, donc il y avait un impact écologique bien sûr, mais aussi ça permettait à des populations de pouvoir socialement avoir un impact, se nourrir avec de la bonne nourriture bien chauffée. Et donc ils ont commencé à vendre ça et puis en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient un deuxième marché qui était le marché du camping au Canada. Et il se trouve que forcément les revenus générés par le camping au Canada étaient probablement plus importants puisque au niveau du terrain en Afrique, les bénéficiaires pouvaient dépenser moins pour le même four solaire. Et donc il y a eu ce qu'on appelle en anglais un mission drift où l'entreprise s'est concentrée sur le marché canadien pour générer plus de revenus. Ben là, en théorie, l'impact, il était très positif au départ, mais in fine, l'entreprise a choisi pour des raisons économiques de s'orienter vers le marché canadien. C'est très bien d'un point de vue écologique, mais je dirais que l'impact n'était pas le même que ce qui était envisagé au départ. Donc toujours suivre la conviction de l'entrepreneur et puis se faire une conviction soi-même en plus des indicateurs objectifs qu'on va pouvoir communiquer autour de nous. Jérôme, je vous y réagir. Oui, non, super exemple très intéressant. Moi, je pense que certes, on dit toujours c'est compliqué l'évaluation d'impact, l'évaluation de données économiques. Et en même temps, c'est pour ça que les investisseurs viennent dans ces boîtes-là, c'est pour ça que les gens viennent travailler dans ces boîtes-là, c'est pour ça que les entrepreneurs les créent. Donc c'est primordial. Après, il faut arriver à le faire de manière simple. Après, je trouve que la santé est un sujet intéressant parce que on a parlé d'accessibilité sur la table ronde précédente. Bah, c'est une manière assez simple, je trouve, de mesurer ce qu'on arrive à faire. Pour le coup, le coût de la santé qui est souvent porté par le pouvoir public, en tout cas dans nos pays, réduire ces dépenses-là, c'est aussi une manière de mesurer l'impact puisqu'on libère des moyens pour la puissance publique aussi. Il y a des questions environnementales qui sont là aussi, qui peuvent être, on peut soigner ou prévenir en polluant moins peut-être aussi. Mais je trouve que cette idée d'impact, d'évaluation d'impact et de le monitorer, c'est-à-dire d'en faire un indicateur de la performance de l'organisation au jour le jour, et pas seulement une due diligence. C'est pas seulement quelque chose qu'on regarde au début pour dire ok, ça c'est une boîte à impact, ça c'est pas une boîte à impact. Après, une fois que j'ai regardé ça, je la finance et je la développe et je la gère comme une entreprise économique et uniquement économique, me paraît très important. C'est pas simple, mais c'est vraiment la clé du succès pour moi. Ça change quelque chose de relever... Pardon. Peut-être un mot sur la mesure de l'impact quand même. Tout à fait. Moi, je pense aussi que le chemin est aussi important que la mesure. C'est-à-dire que quelque part, dans le chemin, je mets deux choses en place. La première, c'est la discussion au sein de l'équipe d'investissement sur la façon dont on perçoit l'impact dans les sociétés et la façon dont on échange. On a créé spécifiquement pour le Fonds Mutuel Impact un comité impact pour échanger sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est dans l'échange avec l'entrepreneur. Parce que dans l'échange avec l'entrepreneur, on va aller détecter toutes les convictions profondes de l'entrepreneur. Et chez nous, on source en fait deux types d'entreprises. Des entreprises qui ont une mission sociale chevillée au corps et puis des entreprises d'innovation qui, sans le savoir vraiment, font un peu comme M. Jourdain. C'est ce que j'allais vous demander en fait. Est-ce que ça change quelque chose dans votre façon de financer les projets que la structure soit ici l'ESS ou pas ? Absolument pas, absolument pas. Ce qui change le vrai déclencheur de l'investissement, c'est être convaincu qu'on va générer de l'impact à grande ampleur. Et pour générer de l'impact à grande ampleur, il faut avoir la meilleure performance économique parce que plus on touche de gens, plus on génère de l'impact. La réalité, c'est que notre conviction profonde en tant que fonds d'investissement est sur un secteur spécifique qui sont les entreprises. On a la conviction profonde que plus on fait de la performance économique, plus on va faire de l'impact. Alors, peut-être... Je vous pose la même question. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose ? Alors,
si on est dans le champ des entreprises, qui n'est pas le seul acteur de l'ESS, il y a une loi de 2014 qui définit ce qu'est une entreprise ESS, sachant que je dirais que le marché a une définition peut-être un peu plus large de ce qu'est l'ESS que ce que la loi de 2014. Si on regarde la loi de 2014, il y a un objectif de redistribution des résultats au sein de l'entreprise qui est important, et il peut y avoir des entrepreneurs, fondateurs, qui décident de quasiment en faire une boîte sans but lucratif ou à but lucratif réduit. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ça peut avoir un impact sur le financement de l'entreprise puisque, in fine, il y aura moins de dividendes pour les actionnaires. Cela dit, ça c'est la théorie. Sur le terrain, quand on rencontre des entreprises à impact et des entreprises qui ont un but lucratif, ce qu'on observe, c'est que celles-ci ont un objectif de redistribution des résultats qui est satisfaisante et qui permet d'avoir une approche, une rentabilité et ensuite une approche de valorisation identique. Cela dit, ça c'est une partie des entreprises au sein de l'ESS, comme je le disais. Il y a le reste. Il y a les coopératives, les mutuelles, les fondations, les associations. Là, on ne parle même plus de valorisation, on ne valorise pas une association. Donc le champ du financement dans ce cas-là est peut-être un peu plus compliqué et se pose la question réelle de comment financer ces acteurs-là, qui est aussi une question qui... C'était ma question suivante, Ladislas. Alors justement, on y arrive peut-être un peu plus vite que prévu, mais quels sont les outils? Alors, je vais peut-être commencer par vous, Jérôme, sur cette question un peu universitaire, comme disait votre confrère. Quels sont les outils dont on dispose aujourd'hui pour se financer plus largement que les fonds quand on n'y a pas accès? Alors, il y a plein de manières de financer un projet, une réalisation. Je pense que le premier, c'est quand même la génération de revenus, c'est-à-dire soit des ventes. Alors, ça peut être... On peut vendre la rentabilité, tu parlais de rentabilité, ça peut être la rentabilité économique, ça peut être la rentabilité d'impact, parce qu'on arrive à valoriser cet impact et le vendre au pouvoir public ou à des gens qui sont intéressés par cet impact. Donc, c'est la première des choses à ne pas oublier. Des fois, on lève des fonds et on oublie de vendre des services ou des produits. Donc, ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il y a un deuxième financeur qu'il ne faut pas négliger, qui sont les personnes eux-mêmes qui portent ces projets, les bénévoles qui sont dans les associations ou les salariés qui acceptent des fois des salaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres organisations, qui sont pour moi des grands financeurs de l'impact aussi. Et ils rentrent dans le compte de résultats de façon incontestable, même si on les oublie, c'est ça que ça veut dire. Oui, ils rentrent ou ils ne rentrent pas, mais... non, justement, ils interviennent dans la colonne des charges. Exactement. C'est ça, à la baisse. Et sur l'innovation sociale, en France, on a quelque chose qui s'appelle Pôle emploi, qui est aussi un grand financeur de l'innovation sociale, parce que ça permet à des gens d'avoir une subsistance pendant qu'ils sont en train d'innover ou pendant qu'ils sont en train de créer des choses. Il ne faut pas l'oublier. Après, si on rentre dans le financement proprement dit des projets, c'est vrai qu'on a parlé d'investissement donc en capital. Donc il faut qu'il y ait un capital, il faut qu'il y ait une structure commerciale où on puisse acheter des actions ou prendre des parts, des participations dans cette société. Donc ça existe, mais effectivement, ça ne marche pas pour tout un tas de structures juridiques, en particulier associatives. Donc après, il va y avoir des possibilités de faire de la dette, donc d'emprunter de l'argent. Pareil, ça peut être à différents types de personnes, ça peut être à des banques, ça peut être aussi à des investisseurs qui vont faire des obligations, ça peut être à des particuliers. Maintenant, on a du crowdlending, donc du prêt. En un mot, le crowdlending, oui. Voilà, du prêt par la foule. Voilà, auprès de la foule, donc auprès de particuliers, on va dire. Et puis après, la grande capacité des associations, c'est de générer des dons. Alors des subventions publiques, du mécénat privé, et ça c'est beaucoup le rôle, je pense aussi par exemple des fondations privées, de financer l'innovation au démarrage. Et puis là encore, alors le crowdfunding cette fois-ci, mais donc le don, alors qui a été, ça a des nouveaux noms, mais le don les grandes organisations humanitaires comme Médecins du Monde ou la Croix-Rouge savent très bien faire du crowdfunding et générer des flux importants en termes de dons. C'est un métier, c'est un vrai métier. On a une formation sur ça à l'ESSEC qui se renouvelle aussi. Donc voilà, ça fait différentes manières de faire. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'investissement, il n'y a pas que l'investissement qui vient avec des questions de rentabilité économique forcément. Il peut y avoir, quand vous êtes sur du don, des questions de rentabilité impact, puisque les donateurs, ce qu'ils viennent chercher, c'est ce que vous leur racontez en termes d'impact. Donc là, on vient plus proche de questions de... Alors pas forcément d'évaluation, mais de perception, en tout cas, de l'impact généré. Ladislas, c'est une question pour vous, de nos auditeurs. Alors, je voulais vous emmener sur le contrat à impact. Comment se faire accompagner, la question est précisément comment se faire accompagner pour postuler à un contrat à impact. Peut-être un mot sur ces contrats, et puis après, en pratique. Donc en effet, on a pu structurer des contrats impact. Ce qu'on appelle un contrat impact, c'est un partenariat tripartite où vous avez un porteur de projet qui
à une innovation très concrète. Donc, je vais prendre l'exemple de Médecins du Monde, par exemple, à Marseille, qui propose des alternatives à l'incarcération pour des populations en souffrance psychique, qui a des difficultés à se faire financer en direct par le biais de subventions ou de dons, et qui croit vraiment en son projet et qui trouve des investisseurs qui, eux, sont prêts à prendre le risque du projet en disant si j'investis dans le projet et s'il réussit, je récupérerai mon argent. Et donc la troisième partie dans le contrat, en plus des investisseurs et du porteur de projet, c'est l'État ou une collectivité publique qui va dire moi, j'achète l'impact ou j'achète les résultats. Donc si vous me prouvez à terme que on a réussi, par exemple, à proposer des alternatives à l'incarcération et à générer des coûts moindres parce qu'il y a moins d'hospitalisation, moins d'incarcération. Dans ce cas-là, je suis prêt à payer sur les économies que j'ai réalisées et rembourser les investisseurs avec une prime en cas de réussite. Donc les investisseurs prennent un risque de capital et peuvent toucher de l'argent en plus si ça fonctionne. Donc c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. C'est des contrats qui sont développés d'abord en Angleterre et puis maintenant qui existent un peu partout dans le monde. En France, on devient leader dans le domaine, en tout cas en Europe, avec le secrétariat d'État, l'économie sociale et solidaire qui porte ces initiatives de manière importante depuis maintenant quelques temps. Et donc il y a régulièrement des appels à manifestation d'intérêt qui existent en disant voilà, moi, ministère du Travail ou moi, Direction générale du Trésor, je souhaite mettre X millions d'euros sur la table pour ce type de thématique. Et dans ce cas-là, vous pouvez postuler et répondre à l'AMI. Ce qui est important, c'est en effet de vous faire accompagner, puisque ce sont des modalités de réponse qui sont particulières. Et puis ensuite, vous avez tout un accompagnement pour définir les indicateurs, définir le modèle financier. Tout cela prend du temps et c'est bien d'être accompagné par un acteur comme nous qui vont pouvoir vous guider sur là où vous pouvez répondre, quelles sont les meilleures manières de répondre et quelles sont les meilleures chances que vous avez de signer le contrat in fine. Je me retourne vers vous, Andreas. Sur les outils, on a cité beaucoup d'outils. C'est lequel votre outil de prédilection ? Non, mais étant dans l'innovation, il ne faut pas oublier non plus toutes les aides financières à l'innovation qui existent en France, la JEI, le CIR, le Crédit Impôt Recherche, toutes les aides BPI à l'innovation. Parce que même si on est dans un domaine impact, ces aides existent et il faut les utiliser au maximum. Et la France... Enfin, il faut quand même imaginer que la France, en termes de création de projets à innovation, est une terre bénie en réalité grâce aux aides. Ce que j'allais dire, en fait, on a parlé il y a de l'argent sur le marché et il y a beaucoup de possibilités en France. Et ça, on est... C'est un exemple intéressant, les aides à l'innovation, parce que c'est très tourné pour des structures capitalistiques, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est des crédits d'impôt. Donc, si vous ne payez pas d'impôt, vous n'avez pas de crédit d'impôt. Donc, si c'est pas accessible. Si vous êtes une association, vous ne payez pas d'impôt, donc vous n'avez pas de crédit d'impôt. La jeune entreprise innovante, qui a un super statut, c'est pas tourné vers les associations. Donc ça, il y a un petit sujet réglementaire à traiter, clairement. C'est comment on rend accessible à les structures non lucratives ces super aides à l'innovation, je vous rejoins, qui existent en France. Là, il y a un petit... Concrètement, c'est pas... on n'a pas de réponse. Par exemple, asseoir le crédit impôt sur la taxe sur les salaires que payent les associations, ce qui permettrait plutôt que sur l'impôt sur les sociétés, puisqu'elles ne payent pas d'impôt sur les sociétés, mais elles payent de la taxe sur les salaires, concrètement créer un statut de jeune association innovante, comme il y a des jeunes entreprises innovantes, qui permettraient aux associations de bénéficier des... Il y a des projets où là, on est en train de faire avancer C'est dans les cartons ou pas vraiment ? Ça a fait partie de propositions que j'avais remises au gouvernement sur un rapport sur le financement de l'innovation sociale, mais ça ne demande qu'à être repris par peut-être, je sais pas, des candidats. on a 6 mois pour agir. C'est ça. Je pense qu'une des particularités des associations, c'est que contrairement aux entreprises, elles payent la TVA. Elles ne récupèrent pas la TVA. Quand même 20% de plus en coût de prestations pour tout le monde, et donc ça pourrait être aussi un moyen de récupération de cette TVA. Ouais. Je reviens sur la question plus globale. Il y a quand même beaucoup d'argent sur le marché en ce moment. On est d'accord ? C'est pas l'impression qu'ont souvent les porteurs de projets. C'est pour ça que j'insiste. Non, mais beaucoup d'argent sur le marché, il faut s'entendre. Il y a effectivement beaucoup d'argent et il y a très peu d'élus. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argent va en priorité aux projets les plus perçus comme étant les plus à succès. Donc en réalité, il y a une capacité à financer de l'innovation aujourd'hui sur des projets très ambitieux
en faisant des gros tours de table. Et plus le projet est perçu comme étant un projet ambitieux, plus il lèvera d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la barre des 10-20 millions d'euros qu'on voyait encore il y a 5-6 ans, elle est complètement bypassée. Aujourd'hui, on voit des levées de fonds à 100 millions d'euros, demain à 500 millions d'euros sur des entreprises françaises. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va aller vers très peu d'élus. Et il y a un vrai sujet, en effet, sur la question de l'amorçage, et en particulier dans le champ de l'ESS, puisque... Donc l'amorçage, peut-être une petite définition pour les non-financiers. Donc l'amorçage, c'est les tout premiers mois ou les premières années d'une entreprise qui se développe. Dans le champ de l'économie classique, on appelle ça le venture capital en anglais. Il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans, et Xange en fait partie, qui financent une série d'entreprises, une 10, 20, 30 entreprises, en faisant le pari que parmi ces 30 entreprises, il y en aura une ou deux qui vont être exceptionnelles et quelques-unes qui vont bien s'en sortir, et il y aura des échecs. Mais je dirais que le succès de certaines permet de compenser la perte d'autres. Dans le champ de l'ESS, si on regarde des entreprises qui ont un objectif de rentabilité moindre, cette logique-là ne fonctionne plus, puisqu'il y a plus cette logique de licorne avec des potentiels revenus très importants et une rentabilité très importante. Et donc, particulièrement dans le champ de l'ESS, le financement de petites startups qui vont se développer, ou de petites associations, de petits projets, c'est encore plus difficile, je dirais, que dans le champ de l'économie classique. Alors justement, j'ai une question très précisément sur ces entreprises-là. Un de nos auditeurs nous dit bonjour, une de nos auditrices d'ailleurs nous dit bonjour, nous parlons ici des projets à impact sociaux uniquement avec ROI, alors ça veut dire retour sur investissement, là où on gagne de l'argent, mais comment toucher le tissu associatif non lucratif sans attente de retour sur investissement, autrement que par l'impact social. C'est ça. C'est ça, c'est quand on parle de rentabilité, de quelle rentabilité on parle. Et pour moi, la question, elle est intéressante, effectivement. Après, est-ce qu'on met une valeur sur cet impact qui permet de viabiliser économiquement les structures qui le portent ? C'est ce qui se passe peut-être dans le projet dans le contrat que vous expliquez. La valeur est donnée par l'État, pas par... Oui, mais quand c'est des donateurs, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi pareil, parce que c'est finalement, vous continuez à donner parce que vous avez l'impression que la structure à laquelle vous donnez, elle produit cet impact et que vous y retrouvez. Donc, c'est pour moi, la question on revient sur la question d'évaluation d'impact qui est importante. Et après, d'ambition, je voulais rebondir aussi, parce que c'est vrai, pour les petits projets, moi je comprends très bien que des gens n'aient pas forcément envie de faire des grosses structures et de devenir très gros. Des dizaines, des centaines de... Mais en même temps, sur l'impact, soit on est ambitieux, parce que c'est des sujets importants et il y a beaucoup de problèmes à régler, mais il y a une manière de diffuser son impact aussi qui est en rendant son expérience disponible ou son savoir-faire disponible à d'autres, qui permet aussi d'avoir des projets plus ambitieux et peut-être qu'ils vont trouver aussi davantage de financement. Après, on est quand même dans une période en France où il y a beaucoup d'argent aussi en subvention, en ce moment. Il y a l'argent, alors c'est peut-être lié au contexte, mais l'argent, il y a beaucoup d'argent pour le secteur associatif en ce moment aussi. C'est vrai que la question de l'ambition des projets, dont la lisibilité des projets, me paraît importante. C'est, même si on veut rester petit, comment on s'allie peut-être, comment on fait des choses avec d'autres pour au final avoir un projet plus ambitieux. Andreas, vous voulez réagir ? Oui, un mot dans le domaine de la santé. Il faut quand même voir aussi qu'un certain nombre d'innovations, elles sont naturellement mondiales. En réalité, quand on va traiter des sujets du corps humain, on va être assez naturellement mondial. Donc en réalité, ne pas avoir d'ambition, c'est la perspective d'être souvent doublé par quelqu'un d'autre qui arrivera d'un autre pays ou d'un autre endroit. Donc l'ambition, elle est quasi obligatoire dans bon nombre de sujets santé, quoi. Ladislas. Peut-être pour compléter aussi ce que Jérôme disait, on voit de plus en plus d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont des formes de financement hybrides. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une structure associative qui va lever de l'argent auprès de l'État ou de donateurs, une structure qui souvent, d'ailleurs, est possédée par l'association, qui, elle, est une structure à but rentable, donc on dit for profit en anglais, qui va, elle, lever des fonds auprès d'actionnaires et vendre des services. Donc, par exemple, j'entendais la directrice générale d'Aesio Mutuel tout à l'heure parler de Simplon, le petit frère de Simplon qui s'appelle Bicode en Belgique et qui fait de la formation au code informatique, a cette double structure et vend des services aux entreprises en disant « Moi, si je forme des personnes qui peuvent se former au code, je peux proposer en prestation de services ces personnes ensuite à des entreprises, des grands groupes qui recherchent des gens qui peuvent faire du code. Et ces entreprises vont me rémunérer parce que j'ai proposé ce modèle-là. Et donc, du coup, avoir cette logique un peu de financement aussi rentable. Et puis, Bicode, en l'occurrence, a aussi lancé un contre-impact social. Donc, ils ont les trois méthodes de financement. Et je pense que de plus en plus, on va avoir des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont chercher des modèles hybrides comme ça. Il faut être innovant sur le financement. Oui, tout à fait.
Alors, juste une autre question, puis après, je voudrais qu'on revienne sur le rôle du porteur de projet. Je pense que c'est important. Alors, une question un peu technique, et je ne suis pas sûre qu'il y ait de réponse, mais quels sont les 3 indicateurs clés à présenter pour sécuriser le financement de mon projet auprès d'un investisseur à impact? Alors, il y a 3 indicateurs standards? Non. Ça dépend de ce qu'on fait? Qu'est-ce que je... Non, il y a une conviction à faire partager. Donc, ensuite, cette conviction, elle doit montrer qu'elle va s'exécuter correctement. Et donc, il y a des indicateurs qui permettent de montrer où on en est aujourd'hui et où on veut aller demain. Et il y a des potentielles tractions qu'on peut essayer de démontrer. Mais il n'y a pas d'indicateur clé à proprement parler. Ou alors, un indicateur clé, ça va être le revenu. Ensuite, les prospectives, les projections de revenus dans le temps. Non, mais le modèle de revenu est plus important. Dans des entreprises jeunes, le modèle de revenu, la structure du modèle de revenu et sa projection dans le temps est plus importante que les revenus immédiats. Je prends l'exemple parce qu'il arrive assez fréquemment chez nous, quelqu'un qui fait de l'activité de service et qui veut aller vers une activité d'édition de logiciels en modèle SaaS, donc en abonnement, l'activité de service n'a aucune valeur. Aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la projection du modèle SaaS. Donc en réalité, ce qui va être important, ce qu'on va regarder sur des sujets comme ça, c'est quelle traction, c'est-à-dire à quel prix on acquiert des clients, quelle durée de vie on a sur ce client et quel revenu on fait avec ce client et quelle rentabilité potentielle on a sur ces clients dans la durée. Et à partir de là, on va financer du marketing pour acquérir de nouveaux clients. Mais ça dépend complètement du modèle économique de la société. Et ce modèle économique, il peut y en avoir des formes très variées. Ouais, pareil sur le modèle d'impact, parce que si on parle d'indicateurs d'impact, ça va être propre à chaque projet, avec la question ce qu'on appelle théorie du changement, mais de réfléchir à qu'est-ce que je veux changer vraiment, et du coup quels indicateurs je me fixe pour piloter ce changement que je veux voir se réaliser. Donc on va trouver des choses différentes d'un projet à l'autre. Sur la partie impact, la définition des bénéficiaires, être vraiment capable de dire les vrais bénéficiaires, ce sont ces segments-là, on va les toucher comme ça, et c'est comme ça qu'on va changer leur vie. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est du marketing aussi, c'est comment c'est du marketing, c'est du bon marketing en plus. C'est du bon marketing, mais ça aussi permet de définir le business plan de manière encore plus claire, puisque si on connaît nos bénéficiaires finaux, on aura vraiment une idée du produit qu'on va chercher à leur vendre ou leur proposer. Donc, d'une certaine manière, tout est lié. Et c'est vrai que nous, on aime financer des entreprises qui ont le cœur de leur business model qui a un impact positif. Il y a typiquement, en Inde, on a financé une entreprise qui vend des scanners low cost aux bénéficiaires, aux médecins dans les zones rurales, et donc ça va atteindre les bénéficiaires. Plus il y a de scanners low cost qui sont vendus, plus l'impact va être important, puisque les médecins vont utiliser ces scanners low cost. Et quand il y a un lien direct entre revenu et impact, je dirais que c'est encore plus sain, puisqu'on va pouvoir voir le projet se développer. Dans les indicateurs sur l'impact, un des sujets qu'on va regarder, c'est effectivement la définition de la population de bénéficiaires, mais c'est surtout la rapidité d'accès à ces bénéficiaires. Parce qu'il est bien évident que si sur un business plan de 3 ou 4 ans, on adresse la quasi-totalité d'une population de bénéficiaires, et s'il faut 20 ans pour le faire, c'est pas la même histoire en termes d'impact. Donc cette capacité à les adresser avec efficacité et rapidement est un point fondamental dans les entreprises que nous regardons. Je voulais revenir sur les porteurs de projets. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Charlie. Ça a été votre première réponse de dire faut on regarde le porteur de projet. Vous avez pas mal insisté dessus. Mais alors, les porteurs de projets qui nous écoutent là maintenant se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent avoir. Alors, si vous aviez un conseil à leur donner, peut-être pas tant en recherche, parce qu'on a beaucoup parlé des indicateurs, mais sur leur façon d'être, leur façon d'exécuter, qu'est-ce qui est important ? Jérôme. Non, moi je me dis, sur ça, je pense que j'ai envie de dire de ne pas sous-estimer ses besoins. Moi, je vois beaucoup de porteurs de projets qui sous-estiment leurs besoins parce qu'ils ont très envie que leur projet marche. Et donc, du coup, ils vont tendance à diminuer les coûts, diminuer leurs faiblesses. Faut regarder les choses en face. Donc, si on a besoin de plus de compétences, il faut savoir s'entourer, il faut savoir se former. Si on a besoin de plus de moyens, il faut pas sous-estimer les moyens dont on a besoin pour donner toutes les chances de réussite au projet. C'est une manière aussi de se respecter soi-même et de respecter son projet, de ne pas sous-estimer les besoins. C'est des choses compliquées de faire un projet à impact, de devoir être viable économiquement, de générer de l'impact. Donc, ça a un coût. La vie d'un entrepreneur est difficile et on entend toujours parler des success stories, on entend moins parler de ceux qui galèrent et pourtant il y en a beaucoup. Et je pense que il faut tenir le coup. Si vous avez un super projet, que vous y croyez,
multiplier les contacts, multiplier les demandes de financement, que ce soit sous forme de subventions, de dons, de levée en fonds propres si vous êtes dans une structure à objectif de rentabilité. Et surtout, chercher à bien exécuter votre projet et à atteindre votre objectif pour les bénéficiaires. Alors, un mot peut-être sur l'exécution, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, et puis on n'en a pas tellement parlé. Ça veut dire quoi, bien exécuter ce projet ? C'est un mot très large pour parler du très concret au jour le jour dans le projet. C'est, comme tu disais, qui m'entoure, quel est mon objectif final, comment est-ce que je mène ma stratégie à bien, et donc c'est vraiment c'est dans le dur du dur de chaque jour, être devant son ordinateur, s'il y a des choses sur le terrain qui se passent, vraiment passer du temps sur le terrain. Et la com, c'est super et c'est un très bon moyen pour lever de l'argent, mais un bon entrepreneur va peut-être passer 10, 20, 30% de son temps sur la levée de fonds, la communication, et le reste à vraiment travailler sur le terrain, à vendre son produit pour augmenter la qualité. Dans la bonne exécution, moi je pense aussi qu'il y a un point qu'il ne faut pas mésestimer, c'est de fixer des grandes étapes de création de la société et des grandes étapes avec des objectifs à atteindre, des objectifs très clairs. On démarre la société, il faut avoir le produit réalisé dans une première version qu'on peut confronter à des clients, ensuite il faut la confronter à des premiers clients, il faut ensuite imaginer le modèle de revenu. Vous nous décrivez un business plan sans le dire, mais c'est ça que ça veut dire, c'est pas parce qu'on est dans l'impact et le social. Exactement, et ces grandes étapes, quand on part pour un marathon, il faut se les être fixées dans sa tête. Parce que si on ne se les est pas fixées, il y a un moment donné où on va être rattrapé par la douleur, quoi, hein. C'est long, c'est fatigant, c'est difficile. Le deuxième point qui me paraît absolument fondamental, il faut être courageux. Alors, courageux, non pas parce que le marathon c'est long, mais parce qu'à chaque étape, quand on va laisser un petit tas de poussière derrière soi, ce petit tas de poussière va vous rattraper sur l'étape suivante. Donc surtout, et je pense notamment, il y a un point qui est difficile, c'est la gestion de l'humain. La gestion de l'humain, ça veut dire à un moment donné partir à 2 ou 3 sur un projet et puis s'apercevoir en cours de route qu'il y en a un qui ne fait plus l'affaire à l'étape ultérieure. Il faut être courageux dans ce genre de configuration, être capable de traiter les sujets au moment où ils arrivent, parce que si vous les laissez perdurer dans la structure, vous aurez des problèmes décuplés à l'étape suivante. Donc, quelque part, fractionnez en étapes claires, donnez-vous les moyens d'atteindre ces étapes et soyez courageux pour traiter les problèmes qui apparaîtraient et qui vous gêneront dans la suite. Alors, on arrive au terme de nos échanges et même si je n'ai pas pu prendre toutes les questions, je pense qu'on a répondu à beaucoup de choses. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, en guise de conclusion, votre petit message fort à retenir. J'aime bien cette chose ce point sur l'efficacité. C'est pas parce qu'on fait le bien qu'on ne doit pas le faire bien. Et j'aime bien garder cette idée-là d'efficacité, parce que quand on est efficace dans une organisation à impact, on est efficace pour le service de cet impact qu'on veut générer. Donc soyez exigeants à la recherche de qualité et efficace. Peut-être pour revenir en conclusion à ce qu'on a pu expliquer au cours de la conversation, je dirais que le fait d'être une entreprise permet de démultiplier ses moyens de financement, notamment en levant des fonds propres auprès d'investisseurs. Donc c'est un atout de plus. Maintenant, si vous n'avez pas un objectif de rentabilité, il existe des moyens de se financer. On les a évoqués et vous pouvez taper sur Internet financement d'associations. Il y a toute une série de sites Internet qui existent pour vous expliquer quelles sont les différentes modalités pour vous financer. Donc c'est juste un atout de plus si on a une entreprise, mais on peut très bien se financer autrement. Je reviens pas sur l'efficacité, moi je reviens sur 2 points qui me paraissent fondamentaux. La conviction, ne jamais perdre sa conviction profonde, être capable d'être à l'écoute, d'écouter ce que vous disent les autres, et vous allez devoir la présenter, votre conviction, donc travaillez le pitch. Vous allez en faire en permanence, vous allez en faire à des salariés pour les recruter, vous allez en faire à des banquiers, vous allez en faire à des investisseurs, vous allez en faire pour toucher des subventions, vous allez en faire partout. Donc de toute façon, préparez-vous à ça et faites-le en ne perdant pas votre conviction, parce que fondamentalement, les vrais sujets qui réussissent, c'est quand la conviction du départ est mise en œuvre efficacement derrière, et l'efficacité est majeure, mais c'est la finesse de la conviction initiale et de tous les détails qui ont été posés dans cette conviction initiale qui permettent d'atteindre le succès à la fin. Courage.
Merci beaucoup à tous les trois. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour l'appel à projet qui a été évoqué tout à l'heure par Sophie Elkrief. Nous arrivons maintenant au terme de cette matinée. Et en guise de conclusion, une belle annonce. Nous allons parler de l'appel à projet qui a été évoqué très rapidement tout à l'heure par Sophie Elkrief. Alors, pour cette annonce, Denis Philippe, bonjour Denis, vous êtes administrateur d'Aeso Mutuel en charge de l'économie sociale et solidaire. Et Ryoko Miyoshi, vous êtes délégué général de la Simplon Foundation. Bonjour. Bonjour. Alors, la Simplon Foundation est un fonds de dotation qui promeut le numérique solidaire, inclusif et co-responsable et qui dépend bien sûr de l'acteur de l'éducation numérique bien connu, Simplon.com. Alors, l'annonce que j'évoquais, c'est un appel à projet. Ryoko, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet appel ? Oui, alors l'appel à projet s'appelle Take and Care. Et j'ai le plaisir de le présenter aujourd'hui avec Aeseo Mutuel, mais je n'oublie pas le soutien de Capgemini Invent, et qui vise justement à soutenir des projets numériques pour la santé inclusive qui soient portés par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, nous, on n'est pas du tout un acteur de la santé ou de la e-santé. Néanmoins, on a compris qu'il y avait quand même 47% de Français aujourd'hui qui se sentent mal à l'aise ou en tout cas pas suffisamment compétents pour exploiter pleinement les outils de santé numérique qui sont déjà sur le marché. Donc on s'est dit quand même que si les compétences numériques posent problème d'accès à la santé, il fallait absolument trouver quelque chose et apporter notre petite pierre à faire avancer la santé inclusive par le numérique. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'appel à projet. Il vise en fait à récompenser 5 lauréats sur 5 domaines de santé, donc 4 en commun avec votre observatoire, Aeseo Mutuel et l'ESSEC. Dont on nous parle dans absolument quelques instants. Donc la santé environnementale, la santé mentale, la santé des femmes, le bien vieillir, et un cinquième domaine, un cinquième domaine qu'on a rajouté qui est donc l'accessibilité à la santé numérique. Il y aura donc 5 lauréats au final qui vont pouvoir se partager 250 000 € de prix, la moitié en financement, la moitié en apport en compétences et conseils. Philippe, pourquoi cet appel à projet ? Pourquoi est-ce que vous êtes investi dans ce projet aujourd'hui ? D'abord, rappeler qu'Aeseo Mutuel, c'est une mutuelle engagée résolument dans l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise mutualiste de l'économie sociale et solidaire. C'est un premier point, c'est bon de le rappeler. Ensuite, c'est marquer notre volonté, avec cet appel à projet, d'œuvrer concrètement pour une ESisation. Vous savez, c'est un thème qui nous est cher, c'est un thème que nous avons inventé, l'ESisation, et qui a pris de ESiser la santé. Nous avons constaté pendant ces travaux avec l'Observatoire, conduit avec l'ESSEC, qu'on pouvait favoriser le partage de bonnes pratiques œuvrant pour une santé innovante, inclusive et durable. Nous avons vu aussi et nous avons repéré des freins qui restent à lever. Et il nous faut encore aller plus loin, c'est ce que nous allons faire avec notre partenaire. Et notamment, nous l'avons vu aussi dans les débats que nous avons pu suivre, en matière de financement de l'innovation sociale. Enfin, je voudrais dire que nous souhaitons agir concrètement, c'est la volonté d'Aeseo Mutuel, via cet appel à projet, pour répondre à 3 défis que nous avons aujourd'hui repérés, qui sont aussi des leviers de développement de l'innovation sociale en santé pour les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Et ces 3 axes que nous avons repérés sont rendre visible et contribuer à la promotion des initiatives existantes, ensuite soutenir financièrement les projets dans leur phase d'émergence ou d'expérimentation, qui sont des phases parfois critiques, mais qui sont indispensables à leur croissance. Et enfin, je dirais favoriser le recours aux outils numériques pour s'inscrire dans les pratiques de demain. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tous nos auditeurs ce matin sont, je suis sûre, intéressés. Comment est-ce qu'on peut candidater ? Alors, ça va être assez simple. Si vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif et que vous avez un produit, un service numérique
utile à la santé inclusive. C'est assez simple. Avant le 14 janvier minuit, vous devez candidater sur le site qui s'appelle takencare.co, tout attaché en minuscules, et vous pourriez déposer votre projet sur l'un des 5 domaines de santé que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y aura une présélection, donc le partenaire et le jury va présélectionner un certain nombre de projets et les finalistes devront être disponibles pour venir pitcher devant notre jury d'experts le 17 février, donc de l'année prochaine, pour justement pouvoir gagner ce prix de 50 000 €. Et on espère tous que vous participerez nombreux et qu'on pourra récompenser de très très beaux projets en numérique inclusif et en santé inclusive. Alors, bonne chance à tous les participants, à tous les porteurs de projets. Merci à tous les deux pour ces explications. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette matinée. Et je vais laisser le mot de la fin à Denis Philippe. Merci de me laisser le mot de la fin. Je dirais que nous espérons que l'intervention, les débats qui ont eu lieu ce matin donneront envie aux entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire d'investir ces questions et ces sujets que nous avons traités, mais aussi rappeler qu'il y a des clés pour muscler ces projets et faire que l'économie sociale et solidaire reste à la pointe de l'innovation sociale dans des domaines essentiels que sont l'image et celui de la santé. Enfin, je voudrais adresser mes remerciements au nom d'Aesio Mutuel, au nom de son président, Patrick Brottier, à tous les participants de cette matinée qui ont suivi aujourd'hui et à nos intervenants qui ont fait vivre nos échanges que nous savons utiles pour les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, forcément, je vais remercier la Fondation Simplon. Je me réjouis d'ailleurs de ce partenariat, qui est un partenariat, je pense, ambitieux, qui répond à notre souhait partagé, je crois, de voir une économie sociale et solidaire encore plus présente dans le secteur du numérique inclusif. Donc nous comptons sur les porteurs de projets maintenant pour qu'ils viennent nombreux, qu'ils répondent nombreux à cet appel à projet qui leur est totalement destiné, totalement dédié. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.